apparemment, je suis censé arriver en dansant sur un jingle qui fait cacali clac clac. On attendait que tout le monde soit arrivé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'espère que ça l'est. En tout cas, que la plupart sont dans la salle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Enfin, vous en savez rien puisque vous n'êtes que des jeunes. Je parle pour les quelques vieux que j'ai l'habitude de voir. Il y a des vieux qui reviennent quand même chaque année, je trouve, hein, des vieux juniors entrepreneurs qui ont moins de boutons, moins de cheveux aussi. Et que je vois depuis quelques années, c'est vrai, dans la salle. Voilà, pas que des juniors entrepreneurs. Bonsoir à tous, je suis super heureux de vous retrouver. Je me suis mordu les doigts pendant très longtemps de ne pas être là pour le dernier. Donc voilà, alors j'ai le plaisir de venir vous accompagner, mais mon job à moi de journaliste, en fait, c'est... on va virer ça parce que ça c'est quand j'avais des cheveux et voilà, mais mon job de journaliste en fait c'est en fait comme tout journaliste je connais rien à rien, donc je viens poser des questions, voilà, et donc comme les gens sont beaucoup plus intelligents que moi, ceux qui arrivent sur scène, je vais poser plein de questions. Normalement il y a un autre junior entrepreneur qui est là, il va falloir vite qu'on en remette un parce que c'est quand même votre truc à vous, voilà, mais donc je vais essayer de faire votre porte-parole, mais surtout on va vous laisser la parole régulièrement pour que vous puissiez vous interpeller tous les intervenants qui sont sur scène. Le petit mot d'ordre, il est très simple. D'abord, vous allez me couper vos téléphones portables si vous voulez bien. En tout cas, mettez-le sur silencieux de grâce. Parce que depuis que je fais ce taf, j'ai toujours la compétition des sonneries des années 80. Voilà, vous n'étiez pas nés, la plupart d'entre vous, mais en tout cas, c'est assez pourri. Et puis, évitez de le mettre sur vibreur parce que c'est tous les fauteuils qui vibrent comme au Futuroscope de Poitiers. Voilà, après le reste, si vous voulez tweeter, si vous voulez machin, vous pouvez. Ouais, ça aussi, c'est pourri, je sais. Voilà, en tout cas... Voilà, mettez-le sur silencieux de grâce pour respecter en tout cas les gens qui sont ici et qui vont venir me rejoindre dans quelques instants sur cette scène. On va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien. Et avant de parler même de la conférence qui nous occupe ce soir, je voudrais que l'on accueille celle qui vous invite et celle qui a le plaisir de vous accueillir ce soir. Et c'est quand même vachement bien d'avoir une femme présidente. On accueille Victoire Migeot, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je t'invite à t'asseoir. On se tutoie ou on fait style, on fait les vieux? Alors Madame la Présidente, vous êtes à la tête donc, de la Confédération nationale des juniors entreprises. J'ai commencé à poser la question tout à l'heure à quelques-uns. Alors évidemment, il y a plein de juniors, mais on pense à ceux qui ne le sont pas et qui ne l'ont jamais été. Des partenaires, des intervenants, des gens qui sont ici et qui n'y connaissent rien. Il y en a certainement. Et donc, à ce sujet, on va peut-être replanter le décor. De quoi parle-t-on quand on parle de junior entreprise, Victoire? On parle d'associations qui existent dans les établissements d'enseignement supérieur, donc oui. Grandes écoles et universités. Il en existe 160 en France et l'objectif de ces associations, c'est de permettre aux étudiants une expérience professionnelle, professionnalisante en tout cas, en réalisant des missions à plus-value pédagogique pour des clients qui vont du créateur d'entreprise à la multinationale. Alors, la bonne explication, elle est là. On a combien de juniors entrepreneurs en France, on le dit ou pas, on le sait? 17 600 à peu près. Très très bien. D'accord, donc on les a numérotés les uns et les autres. Ils ont tous un numéro sur Kiwi, l'intranet des juniors entreprises. D'accord, oui, je connais bien. On va faire un focus ensemble sur ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est ce fameux club junior entreprise. C'est quoi ce rôle en fait? Il y a des rassemblements tout le temps. Moi, je vous suis sur Facebook parce que je suis un fan des juniors entreprises, mais je dois être le plus vieux d'entre eux. Mais je regarde, il y a plein d'événements un peu partout. Pourquoi ce rassemblement, le club junior entreprise, est un rassemblement important? Alors le club junior entreprise, il faut savoir qu'il existe depuis 1991, il a connu un certain nombre de formes et depuis l'année dernière, on a vocation à devenir le think tank des juniors entreprises, le cercle de réflexion et d'amener un véritable contenu de parler pour les juniors entreprises, donc à travers des enquêtes qu'on réalise, des micro-trottoirs, des interviews, etc. Et on se retrouve lors de conférences débats comme ce soir autour d'un thème. L'année dernière, on avait parlé de l'enseignement supérieur. Cette année, on parle de l'innovation et de la créativité. Pour certains, c'est le 3e club junior entreprise de l'année. C'est notre dernier. Et donc, autour de la créativité des jeunes. Alors, ce club junior entreprise se réunit, tu le dis, plusieurs fois par an. On va peut-être parler des évolutions. Moi, je me souviens dans l'histoire, je le dis à chaque fois, mais parce que je trouve ça super bien que vous l'ayez fait. Bill Gates est venu ici, donc quelques chanteurs comme lui qui sont venus. L'évolution, en fait, dans l'histoire du club junior entreprise, ça a permis aussi pas mal d'évolution pour le mouvement.
Exactement. En fait, aujourd'hui, on essaye vraiment, et je pense que tous les juniors entrepreneurs qui sont dans la salle ont pu s'en rendre compte, d'aller chercher votre opinion. Vous l'avez vu avec la vidéo, on a réalisé un micro-trottoir pour un petit peu vous sonder, mais également les enquêtes qui ont tourné sur chacune des conférences débats en amont pour pouvoir avoir votre opinion sur la thématique dont on va parler ce soir, avant, pour pouvoir le préparer et avoir quelque chose qui aille en adéquation avec ce dont vous nous avez fait part. Alors on va parler de tout cela. Je me souviens aussi qu'à chaque club junior entreprise, on met quelques juniors à l'honneur. Il y en a ce soir qui le méritent? Oui, il y en a 3 qui le méritent ce soir. D'accord, lesquels? On a AgroParisTech Service Études. Merci à eux. Bonsoir AgroParisTech. Donc c'est la junior entreprise d'AgroParisTech. On a AMJE Paris qui nous accueille ce soir. Donc bonsoir un grand merci à eux également. Merci de nous accueillir. Et enfin, FBS Consulting, qui est la junior entreprise de France Business School campus Clermont-Ferrand. Enfin, ils peuvent s'applaudir, ils sont pas là, les Clermontois. Ils peuvent aussi s'applaudir, alors, oui. Il y en a des Auvergnats dans la salle ou pas? Enfin, je veux dire, on les met à l'honneur, ils sont venus quand même, les copains. D'accord, ils sont là-haut. Merci, en tout cas. Et merci de ne pas vous applaudir, en tout cas, c'est bien. Donc, ils sont là. Ils sont là. Donc, un petit mot pour savoir pourquoi est-ce qu'on les met à l'honneur, ces trois-là? C'est un tirage au sort ou... Alors non, c'est pas un tirage au sort. Ils ont tous fait un dossier avant. Oui. Ils nous ont aidés dans la réflexion sur la thématique. Ils ont réalisé des enquêtes. Ils sont allés interviewer des directeurs d'établissement, des étudiants. Et au-delà de ça, ils nous accompagnent aussi pendant toute la journée pour préparer ce soir. Ils sont là. Ils nous apportent une aide logistique. Il n'y a pas que qui vous aide, il y a aussi des partenaires. Un mouvement comme le vôtre, en fait, vit aussi toute l'année parce qu'il y a des partenaires qui croient en vous, qui vous tiennent la main, certains depuis des années. Un gros coup de cœur pour eux et un gros coup de projecteur aussi pour les saluer. Ah oui, en effet. On a nos 3 partenaires premium qu'on ne remercie jamais assez, KPMG, BNP Paribas et Alten, qui sont aussi ici ce soir. Donc merci beaucoup à eux. Et ils sont là. Mais on a aussi des partenaires médias. On a les Échos, on a Viadeo, on a Culture, l'étudiant. Et je crois que j'ai... Canard du Chêne aussi, enfin tout le monde l'a repéré. Canard du Chêne, c'est pas média. Hein. Non, enfin ça dépend. Canard du Chêne, il vous offre le cocktail après, en fait. Ça permet de parler un peu plus dans les médias. Oui. Ça intéresse beaucoup plus tout d'un coup. Ce sera donc du canard au cocktail. Alors, on les salue et on est ravis. En même temps, ces partenaires-là, ils aident vachement, mais je vous assure, moi je les vois à chaque fois avec grand plaisir. Ils y prennent aussi vachement de plaisir, d'abord parce que c'est un peu une source de jouvence, hein, les copains, mais c'est surtout, voilà, ils viennent aussi apprendre des choses, donc merci en tout cas de cette fidélité. On rentre dans le débat dans quelques instants, Victoire. Je les connais les autres dans la salle, ou en tout cas je connais leur manie, ils vont aller sur Twitter. On peut tweeter ce soir. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Internet, parce que la conférence débat est rediffusée en live. Et donc, merci de nous suivre. Et également, que vous soyez dans la salle, donc vous pouvez mettre votre portable sur silencieux, mais vous avez le droit de tweeter quand même. Oui. Pour réagir, pour poser vos questions. On va essayer d'en prendre un maximum, mais vous savez que c'est jamais évident. Mais en tout cas, déchaînez-vous et dites tout ce qui vous passe par la tête. Réagissez à ce que disent nos intervenants. Posez vos questions. Ils sont aussi là pour ça. Et c'est #CJE, pour réagir. Déchaînez-vous, je suis pas sûr, mais en tout cas, allez-y, régalez-vous. Merci infiniment. On applaudit Victoire Migeot, votre présidente, s'il vous plaît. Bonne soirée. Merci infiniment, Victoire. En fait, maintenant que tu as dit que c'était retransmis sur Internet, je ne sais plus si je dois bouger. Voilà, donc je ne vais pas planter le réalisateur. On va juste accueillir évidemment ceux qui sont venus vous voir ce soir pour partager avec vous. Ce sont vos invités. Et parce que ce sont vos invités, vous les applaudissez. On va découvrir leur nom. Vous allez découvrir. Ils arrivent à mes côtés, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bienvenue. Martha, Philippe, Ilan, Stéphane, venez me rejoindre. Madame, je vous invite au milieu. Stéphane, Ilan, Philippe, Martha sont là. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir respecté le code de couleur de la soirée, s'habillant en triste et surtout pas de couleur gay, de peur qu'on nous prenne pour un mouvement rigolo. Voilà, merci en tout cas Ilan pour la chemise bleue. Voilà, ça c'est fait et ouverte bien sûr.
Voilà, pour nous faire râler. Alors, on va ensemble échanger sur cette thématique de la créativité. Je vais donner la règle du jeu. Je l'ai donnée aux invités en coulisses, mais je voudrais que ce soit respecté évidemment par tous. Je leur ai dit pas de tabou, pas de langue de bois. On n'est pas là pour se faire de l'angélisme sur tout va bien, c'est formidable, etc. On va pas vous prendre pour des lapins de 3 semaines. Parce que vous en avez 4, et donc l'idée c'est ça. Et de l'autre côté, c'est que vous puissiez vous leur poser toutes les questions à tout moment. Voilà, régulièrement je me tournerai vers vous pour que vous puissiez les interpeller. On aura des micros dans la salle pour qu'ils répondent notamment à vos problématiques, à ce qui vous concerne aussi au quotidien. On va essayer, avant de rentrer dans le débat concrètement, savoir ce dont on parle un tout petit peu, mais savoir ce que vous faites là. Est-ce que vous êtes planté de porte? Est-ce que vous êtes venu parce que vous n'avez rien d'autre à faire? Ou parce que justement le sujet vous intéresse? Et pourquoi? Ma mère m'a appris, je commence par vous, Martha Hitzmann. Vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation. J'y arrive là, bon. Ça c'est le jingle. Ouais, non. Ah mais pour les suivants, il y aura peut-être un me en effet. Si on peut le préparer pour Ilan qui l'a proposé. Voilà, Martha, chez Arriva, racontez-nous, ça veut dire quoi être directeur de la recherche et de l'innovation? Chez Arriva, nous dépensons presque 1 milliard. Ça va fonctionner, on va mettre le micro beaucoup plus fort pour qu'on vous entende dans la salle. Vous entendez? Oui, voilà, exactement, okay. Et vous allez le poser sur le bout du menton. Être directeur de la R&D et de l'innovation, ça veut dire faire un sens à notre portefeuille R&D. Donc nous dépensons en total à peu près 900 millions d'euros par an sur l'innovation dans le groupe, et à peu près 350 millions directement dans la R&D. Une grande partie de ça avec le CEA. Donc c'est assurer que nous mettons de l'argent sur les sujets utiles qui vont créer de la valeur et qu'on puisse capter par la suite pour le groupe et pour l'ensemble de nos activités. Donc Arriva, c'est quoi? On commence avec des mines d'uranium et puis après toute la chimie, l'enrichissement, les mises en combustible, les assemblages de combustible, la création, la construction, la conception d'abord et puis la construction des réacteurs, surtout l'entretien des réacteurs et après l'aval, donc le traitement de combustible usé, le recyclage d'uranium, on recycle 96% d'uranium, ça va retourner dans les réacteurs par la suite. D'accord. Après la mise en colis de toutes les actinides mineurs, donc on est en permanence en train de créer des nouvelles façons de faire. Et puis une 5e activité qui est les énergies renouvelables, qui constitue aujourd'hui à peu près 5% de l'activité du groupe. Il y a 5 ans, c'était 0. Et aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires dans les renouvelables d'à peu près 600 millions d'euros. Et il y a quoi dedans? C'est des éoliens offshore, donc les grandes turbines éoliennes qui sont dans les eaux profondes, 30 mètres aujourd'hui, 50 mètres demain, peut-être au-delà. Biomasse, et puis pile à combustible, hydrogène. Et puis le solaire concentré. Donc c'est pas le photovoltaïque. Oui, c'est quoi le solaire concentré? C'est avec des miroirs. Donc on concentre le soleil sur un tube et on fait de la vapeur, parce que nous sommes des spécialistes de vapeur. Et donc voilà, on peut faire ça. On a un grand projet actuellement en Inde où on construit 2 unités de CSP de plus de 125 mégawatts chaque. Et c'est en Inde, dans l'ouest, Rajasthan, où il n'y a même pas de grid, il n'y a pas d'alternative. Donc voilà, il faut faire un sens, assurer que nous mettons nos efforts là où ça va produire la valeur. Et pourquoi faire ça au niveau du groupe? Simplement pour assurer que nous captons des synergies technologiques à travers les activités. Parce que ça fait sens d'être un groupe totalement verticalement intégré dans le nucléaire que si on arrive à capter des valeurs. Donc, par exemple, on a des projets entre les mines et la chimie. On a beaucoup de projets entre l'amont du cycle et l'aval du cycle. Et puis, le réacteur et combustible, on fait la conception ensemble. Donc, on est en permanence en train de réfléchir sur comment faire d'une façon transverse et aller plus loin avec moins. On aura beaucoup de questions à vous poser à ce sujet. Vous avez une double culture parce que vous travaillez en France maintenant. Oui, vous l'entendez, mon accent. Espagnol, comme tout le monde l'a compris. Donc, vous êtes américaine, c'est ça, Martha? Oui, je suis d'origine américaine, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que j'ai grandi sur les frontières au Mexique avec une mère allemande et un papa américain. Et puis, je me suis mariée avec un Français. Quelle horreur. Avec un nom alsacien pour faire allemand, finalement. C'est vachement bien. Et voilà. Et je suis en France depuis bientôt 16 ans. Donc j'ai la double nationalité depuis l'année 2000.
D'accord. Mais enfin, quand les gens me demandent alors d'où venez-vous, enfin, j'ai un peu de mal à répondre parce qu'en plus j'ai vécu dans le Pacifique Sud pendant 3 ans au début de ma carrière. Si vous pouvez éviter de me les énerver tous, parce qu'évidemment, beaucoup aspirent à peut-être voyager, à vivre aussi une carrière internationale. Enfin voilà. En tout cas, merci Martha de nous éclairer un peu plus sur Areva. Je passe à Monsieur Torres, qui est à mes côtés, qui est directeur en stratégie digitale de l'atelier. Ça fonctionne? J'ai fait meu, ouais. Donc je le referai tout à l'heure pour Ilan. Parce que le Torres fait meu, en fait, c'est ça? Mais c'est vachement bien. Voilà, je pense que voilà. Je salue les gens de la com de BNP Paribas qui n'ont pas fait leur boulot jusque-là, hein, parce qu'il fallait quand même nous le préparer, hein, tu sais. Alors, vous êtes directeur de la stratégie digitale de l'atelier BNP Paribas. C'est quoi l'atelier BNP Paribas? C'est dans les caves, en fait, de la banque. Vous avez un atelier. C'est ça, ouais. On et a vous, des le monsieur vélos, bricolage, on en fait fait. l'électricité, ouais, on pédale. D'accord. Donc là, je suis directeur du conseil en stratégie digitale. D'accord, pardon. L'atelier, c'est pas très grave. On est une filiale de BNP Paribas, du groupe BNP Paribas. La filiale existe depuis 10 ans, mais c'est une entité qui existe depuis 30 ans. Un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Oui. Et on est à l'origine, on est la cellule de veille technologique de la banque. Et on a évolué parce que les temps ont évolué. On est devenu un cabinet de conseil, une entreprise, mais pour autofinancer ce travail de veille technologique. Et on est, vous le disiez tout à l'heure, ici c'est un think tank. Ben nous, l'atelier, on est le think tank du groupe BNP Paribas sur le côté digital. On est un des think tanks du groupe BNP Paribas sur le digital en général. Voilà. On est 30. Je l'ai dit tout à l'heure, on a créé une filiale dans la Silicon Valley, enfin juste à côté, à San Francisco, il y a maintenant 7 ans, c'était en 2005. Oui. Et puis on en a créé une autre à Shanghai en 2007. Ça, c'est pour couvrir les 3 zones. D'ici, on couvre la zone EMEA, 3 zones du monde où il se passe des choses, on va dire. La zone Amérique maintenant, Amérique du Nord, Amérique latine. Et puis la zone Asie, Asie-Pacifique depuis Shanghai. Très bien. Voilà. On va Je vais m'arrêter là pour l'instant. Vous nous faites rêver aussi, on va avoir l'occasion de vous poser plein de questions. Je me tourne vers Ilan qui est à vos côtés. Vous êtes vous le cofondateur et le directeur associé de Vente Privée. Tu connais ou pas? Comment? Tu connais? Vente Privée? Ouais. Bien sûr, vous vendez du vin. Pas mal. Mais pas que. Pas mal, non, ouais. non, en revanche, j'ai appris un truc. Non, il faut leur dire. Non, Qu'est-ce on qu'on va ne dire. sait pas sur Vente Privée? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? En fait, Vente Privée, On a plein d'idées reçues, en fait. C'est une histoire qui a commencé il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, bon, j'étais né bien sûr, mais l'Internet n'était pas vraiment né, ni l'e-commerce. Oui. Enfin, l'Internet un peu. Et en fait, c'est d'abord un métier B2B. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte des changements qu'il y a eu dans le commerce. Oui. Quand on prenait une marque dans les années 80, c'était des reines. C'est-à-dire que la marque, elle concevait ses produits, elle les fabriquait sur place, elle les vendait dans ses boutiques. Oui. Là, un jour, il y a un petit Chinois qui arrive, il lui dit tu sais ce que tu fabriques là? Moi, je te fais la même chose, 50 fois moins cher. Mais non, c'est pas possible. Il dit si. Bon, mais c'est en Chine. Alors, ils sont allés. Dès qu'il y en a un qui est arrivé et qui a commencé à fabriquer à la même qualité 50 fois moins cher qu'en France, tout le monde est parti. Oui. Tout le monde est parti en Chine. Le seul problème, c'est que la Chine, pour te livrer, il te faut 7-8 semaines. Forcément. Et que le Chinois, il te dit tu me commandes une fois puisque le monde entier commande chez moi. Donc structurellement, les marques ont commencé à rentrer dans un modèle de surproduction. C'est-à-dire, je commande et il faut que je peux passer qu'une seule commande à mon Chinois. Avant, c'était très simple. J'avais ma boutique dit j'ai plus de produits, je balançais la commande à l'usine, il fabriquait et en 2 semaines, je rapprovisionnais. Oui. Là, on peut plus. Le Chinois, il veut qu'une commande et en plus, comme les Chinois ils nous disent je peux te faire des millions de pièces, on a abandonné également la distribution, donc elles n'ont plus que leur boutique, elles ont également des multimarques, etc., qui eux ne veulent pas le stock. Donc les marques, aujourd'hui, ont toutes des stocks. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une marque, quand elle fabrique 100 pièces, elle en vend 40 à 100% du prix, 50 pendant les soldes, entre moins 30 et moins 50, et il va rester un stock de 5 à 10%. D'accord. Et le problème, c'est que ce stock, tout le monde s'en fout. Oui. Puisque les marques, elles sont déjà dans les collections d'après. Sauf le directeur financier et le directeur général qui dit si j'ai 10% que je ne vends pas, je suis mort. Ma marge a disparu. Oui. Donc vente privée, c'est d'abord ce métier-là, d'apporter de la valorisation à quelque chose qui n'a plus de valeur. Que vous n'appelez pas de déstockage en fait. Nous, on appelle ça un service qu'on rend aux marques. D'accord. Parce qu'on essaie de leur faire gagner de l'argent. Oui. Et tout le principe de vente privée arrivait de là, qui était de dire... Jacques-Antoine, au départ, il avait une façon de régler ce problème. Il allait voir les marques, il leur disait
ok, bon, t'as combien? T'as 300 000 paires de jeans? Super. Moi j'ai un truc, je te fais un chèque, il y a 27 camions qui viennent demain, t'as plus de problème. Ah, la marque, tu vois, putain, c'est génial. Ouais. Il dit oui, mais bon, le jean que tu vends 100, moi je l'achète 4. Et donc les marques perdaient de l'argent et ils savaient très bien que, comme c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui est de long terme, ils savaient très bien que quand tu fais ça à une marque, elle accepte une fois parce qu'elle gorge, mais Oui, bien sûr. c'est pas récurrent. Et donc tout le concept de vente privée, ça a été pensé pour les marques. Parce que sur vente privée aujourd'hui, quand on fait une vente Puma, on vend en 4 jours 350 000 paires de chaussures. Ah oui. Là, on a fait une vente Disneyland. En 4 jours, on a vendu 28 000 nuitées et 150 000 entrées au stade. Au parc. Oui, au parc, oui. Ouais, stade Disney. Ça, oui, c'est ça. Voilà. En fait, tout a commencé quand la rencontre que j'ai eue avec Jacques-Antoine, il me dit Ilan, Internet, je ne comprends pas très bien, mais moi, je sais que le concept des ventes privées classiques marche bien, mais est-ce que tu peux me valider un truc? Je lui dis, vas-y. Il me dit, est-ce que théoriquement, sur Internet, on peut faire venir 1 million de personnes dans la boutique? C'est une boutique, il y a 1 million de personnes qui peuvent venir. Je dis, théoriquement, ouais. Oui. Et il me dit, s'il y a 1 million de personnes, est-ce qu'on peut vendre 1 million de produits? Théoriquement, ouais. Il me dit, vas-y, fais ça. Je dis, comment ça? Il m'a dit, démarre-toi. Et moi, j'avais 24 ans, et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Ouais. Et j'étais naïf, con, et je l'ai fait. Voilà. Et vous ne l'êtes plus, rassurez-nous. Hein? Vous ne l'êtes plus. Bah non, c'est ça qui est con. Oui, c'est que j'ai grandi maintenant et j'ai plus cette énergie, cette naïveté d'avant. Et je savais pas que c'était impossible. Et c'est possible. Maintenant, voilà, j'ai beaucoup de blocages avec toute l'expérience que j'ai accumulée. Et voilà, c'est cette énergie dont on va parler, de créativité tout à l'heure. Merci de vous être allongé pour en parler sur notre canapé ce soir, avec tous les médecins dans la salle. Merci en tout cas, parce que c'est toujours intéressant, évidemment, de vous connaître les uns les autres et de voir derrière la marque ce qu'il fait. Moi, ce qui j'écoute existe. Ça tous les week-ends. Enfin, vous adorez, vous, surtout la cave de BNP Paribas, mais on en parlera tout à l'heure. Monsieur Distinguin, vous êtes juste à mes côtés, vous êtes le fondateur, vous, de Faber Novel. Vous êtes président d'honneur de Silicon Sentier, président de Cap Digital. Donc 14 cartes de visite en format A3. Un peu plus. Succinctement, vous nous présentez les structures, vous avez une demi-heure pour chacune à peu près. C'est quoi Faber Novel? C'est quoi Silicon Sentier et Cap Digital? Alors, Faber Novel, c'est la société que j'ai créée il y a 10 ans maintenant. Oui. Je suis entrepreneur. Et c'est une société que je décris comme une agence d'innovation qui a pour vocation de créer des nouveaux projets, de nouvelles activités par le numérique. D'accord. Donc on travaille pour beaucoup de grandes entreprises, en étant basé à Paris, à San Francisco, à New York et à Moscou. Oui. On a comme particularité de réunir des équipes assez jeunes, avec des profils différents, qui sont des designers, des analystes, des ingénieurs. D'accord. Ce qu'on aime faire aussi, c'est créer des activités. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Faber Novel, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de Digitic et de certains des produits. Vous avez peut-être une application RATP dans votre téléphone. Tout ça, c'est des produits, des services qu'on a lancés. On vient de lancer le tout dernier service qu'on vient de lancer. C'est un service qui fait j'écoutais Eliane, et qui et surtout cette valeur qui est comme ça, qui est perdue ou qu'on ne sait pas valoriser. On le fait nous avec des espaces de bureau, et on a lancé un service qui s'appelle Bureau à partager. Et si vous connaissez Airbnb, qui est un peu comme Airbnb mais en B2B, donc quand vous avez des espaces en trop en bureau, on permet à des startups ou à des personnes qui se lancent d'y avoir accès. C'est une activité intéressante et qui se lance et qui démarre très fort. Et ça, c'est une activité qu'on a lancée il y a 2-3 mois. On a enfin une activité d'investissement. On a aussi un petit fonds d'investissement qui nous permet d'être au contact des startups, donc d'avoir 2 activités. Une activité dans laquelle on aide les grandes organisations à penser et agir comme des startups, et puis on aide aussi, autant que faire se peut, des startups à devenir elles-mêmes des grandes organisations. Vous avez une fonction de service R&D un peu externalisée pour des boîtes, par exemple? Alors oui, pour schématiser grossièrement. Attention, parce que j'ai ma voisine qui fait de la vraie R&D, parce que j'ai mon oncle, un fameux bricoleur, fabriquait des bombes atomiques. C'est pas tout à fait ce qu'on fait nous, où on bricole du numérique et on a la chance de pouvoir fabriquer comme, peut-être pas avec le talent d'Ilan, mais en tout cas avec cette insouciance souvent des services, parce que c'est une matière formidable, le numérique, et qui permet de jouer de la créativité
Ilan citait presque Mark Twain. Je ne sais pas si vous connaissez ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Qui est une très belle phrase. Alors, il y a quelque chose qui est bien, parce que quand même, le progrès, ça a du bon. C'est que par rapport au moment où on a commencé, lui et moi, c'est que ça coûte encore moins cher. C'est encore plus facile. C'est-à-dire qu'il y a des services qui permettent aujourd'hui d'avoir accès à des choses qui, donc, je sais pas, il y a 10 ou 15 ans, monter un site, ça coûtait beaucoup plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Donc, on peut se lancer beaucoup plus facilement aussi, même quand on perd un petit peu de son insouciance. D'autres activités. Silicon Sentier. Alors Silicon Sentier, c'est l'association des entrepreneurs et des startups du numérique de Paris, de la région Île-de-France. C'est à ce titre que je ne sais pas si vous connaissez un lieu qui s'appelle La Cantine, qu'on a créé en 2008 et qui déménage, et qui est donc un lieu que j'ai conçu et qu'on a développé il y a déjà quelques années. Puis un autre qui est un accélérateur de start-up qui s'appelle Le Camping, qui est un peu la suite de La Cantine, dont l'atelier BNP est un des fameux partenaires. Ça, donc, c'est une activité pourquoi ? Parce que dans nos sujets, il y a, et c'est un peu ce qu'on fait ce soir, pour moi, c'est qu'il y a on rêve toujours de Californie. Si pour tous, alors n'ayant pas la chance d'avoir grandi sur la frontière mexicaine et vécu dans le Pacifique, on a souvent des rêves américains, surtout quand on fait du digital, du numérique. Le soleil se lève à l'ouest et dans ce cadre-là, on a un petit complexe. Et je pense que ce complexe, la bonne façon de le régler, c'est de se mettre tous ensemble et d'essayer de se mettre derrière des belles réussites comme vente privée. Il y en a d'autres, mais aussi de chercher à faire masse. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Silicon Sentier, donc avec des lieux comme ceux que je viens de citer, avec des actions, des événements, comme celui-ci ce soir. Pas nous, mais c'est important d'y participer. Et maintenant, parce que en vieillissant un peu, moi aussi, j'ai pris la présidence donc, du pôle de compétitivité de la région parisienne qui s'appelle Cap Digital, et qui réunit à peu près donc, 600 PME, start-up et une centaine de grandes entreprises, universités, laboratoires, et qui est vraiment le lieu. Alors le pôle de compétitivité, c'est un objet qui a été créé il y a quelques années par l'État, de façon à réunir toutes les parties prenantes d'un domaine. Donc nous, c'est les services et les produits, les services et les contenus numériques, et qui a vocation à favoriser la R&D et l'accès au marché de cette R&D, et donc la promotion à l'international aussi. Je vous reprends la parole tout de suite parce qu'on va avoir l'occasion les uns les autres d'approfondir évidemment vos parcours. Je vous propose de rentrer tout de suite dans la première partie de notre débat sur la créativité et les jeunes, avec une question bien précise. Apparemment, on les découvre à l'écran. Jeunesse et créativité, analogie ou antinomie. Vous avez 4 heures pour répondre. Ça, c'est on essaie de proposer des sujets pour le baccalauréat. Donc voilà, vous avez 4 heures et vous nous rendez la copie à la fin si vous voulez bien. On va parler de cela ensemble. Merci pour le jingle, ça réveille tout le temps. On en aura comme ça régulièrement, pour t'entends que ça fasse un pop-up, que voilà, ça sursaute un peu partout. On a posé évidemment beaucoup de questions en préparant à travers les juniors entreprises, savoir un peu ce qu'ils pensent de la créativité. Beaucoup considèrent que la créativité, c'est la capacité à imaginer des nouvelles méthodes, faire, penser, utiliser, je lis mes fiches, plutôt qu'avoir des idées qui sortent de l'ordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur l'idée de créativité? Voici la définition. 46% sont sur cette capacité à imaginer des nouvelles méthodes de faire, de penser, d'utiliser. À égalité, 19%. Le processus intellectuel ou psychosociologique individuel ou un petit groupe qui produit des idées, des concepts, des innovations. Je pense que les gens qui ont répondu ça, ils n'ont même pas compris la réponse. Voilà. Et c'est aussi l'art d'avoir des idées qui sortent de l'ordinaire, capacité à créer à partir de rien. Et c'est bizarre, à 4%, volonté de modifier, de transformer le monde. Quand vous regardez ce camembert, qu'est-ce qu'il vous inspire sur cette définition, sur le regard qu'ils ont, sur la créativité, les uns les autres, assez rapidement, si vous voulez bien. Qui prend la patate chaude en premier? Ilan? Non, c'est pas une patate chaude. Moi, il y a quelque chose que je trouve qui bloque la créativité des gens, c'est quand on parle de capacité à créer à partir de rien. Ouais. On parle d'innovation, les gens pensent toujours que l'innovation, c'est le truc qui vient de Dieu, et machin, et on part de zéro. Non, pour moi, la vraie définition de l'innovation, c'est faire mieux qu'avant. C'est copier en mieux. Oui. Et c'est un processus d'innovation. L'innovation, ça ne s'arrête jamais. C'est tous les jours, je fais mieux que ce que j'ai fait avant.
Et c'est à partir de là qu'on arrive à rentrer dans des processus dynamiques. Quand on est dans des processus comme ça de créativité ex nihilo, c'est juste les mecs sont bloqués, non mais j'y arriverai jamais, etc. Oui, il faut pas se mettre Alors la pression, que ce que je leur dis, tu veux être innovant, fais un coiffeur qui est ouvert le dimanche. Oui, bien sûr. Ça va marcher. Un coiffeur, ça marche. Un coiffeur le dimanche, ça marchera mieux. La créativité et l'innovation peuvent être. Mais non, mais c'est à partir de là que la dynamique s'enclenche. Moi, j'adore la volonté de modifier, de transformer le monde que quatre personnes, mais c'est déjà la fin du processus d'innovation permanente. Déjà, il faut rentrer dans cet état d'esprit, dans cette dynamique. Et une fois qu'on est dans une dynamique, là, après, on truc. Mais ce qui gêne vraiment les gens, je pense que c'est cette étape première qui est de dire la créativité n'appartient qu'à ceux qui ont des idées révolutionnaires. Oui. Non, ils l'ont révolutionnaire qu'au bout de 10 ans, au bout de tout un processus. Enfin, c'est mon opinion. Qui prend la parole là-dessus ? Qui a un regard sur la définition ? Allez-y, je vous en prie. On continue, ouais. Il me semble qu'en écoutant Ilan, je me dis c'est pas tellement la définition qui est importante, c'est ce qu'on veut faire de la créativité finalement qui m'intéresse personnellement. Et bon, c'est un peu un mix de tout ça. Il faut aussi être capable de créer à partir de rien quand c'est nécessaire. Mais je suis assez d'accord avec ce 46% finalement, parce que ce que j'en retiens pour l'entreprise, en tout cas celle que j'ai vue fonctionner, c'est surtout effectivement s'appuyer sur des marges qu'ont conçues les autres pour aller un petit cran plus loin ou résoudre des problèmes qu'ils n'ont pas résolus ou imaginer des choses qu'ils n'avaient pas imaginées. Je pense qu'en ça, je suis assez en phase avec ce que dit Ilan juste avant. Et de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus facile aujourd'hui de commencer dans votre domaine qu'il y a 20 ans, certainement parce que les choses se sont construites. Enfin, télécharger la suite Xcode et puis développer votre programme, vous verrez comment c'est facile. Non, mais c'est sûr. Voilà, donc il s'est passé 20 ans de créativité qui a capitalisé sur les idées qui dataient de bien plus avant d'ailleurs. Et ils ont vraiment construit quelque chose de transgénérationnel ensemble. C'est cette créativité-là, me semble-t-il, cette créativité-là qui est intéressante. Qui réagit là-dessus ? Victoire, on est en famille. Je passe les autres résultats ou pas à l'écran ? On peut le faire maintenant ou c'est après ? Je ne sais pas. On va regarder d'autres résultats et puis vous allez continuer d'analyser, mais il y a d'autres camemberts qui suivent. On leur a demandé, vous considérez comme créatif ? Ils ont dit oui à 58%. Ouf, c'est pas assez, mais au moins le verre est à moitié plein. Il y a un autre slide avec d'autres résultats. En France, les jeunes sont-ils créatifs ? Bah oui, 78% le pensent, que les 22% se dénoncent dans la salle. Un autre camembert peut-être ? Un autre, les jeunes sont-ils plus créatifs que les vieux ? Il faut le dire comme ça. 60, bien sûr, les salauds. Alors, donc, ça c'est vraiment des paires de baffes qui se perdent. Alors, il y a ça. Et puis, il y a un autre camembert que l'on va voir ensemble. Comment se manifeste principalement la créativité ? Déjà, alors, en dormant, 79%, non. Ils apportent un regard neuf sur certaines pratiques en améliorant ce qui existe à 79%. Et puis, avec équivalent, 10-11%, ils proposent un changement à la marge sans rupture fondamentale. Ils sont porteurs de projets radicalement innovants. Allez-y. Donc, il y a toute une série là. Ouais. Donc évidemment sur l'âge vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. Bande de petits cons. Et voilà, ça, on le verra plus tard dans quelques années. Mais déjà, je vais vous dire une première chose sur celui-ci. C'est que moi, j'ai la chance d'avoir des petits garçons, 2 ans et demi et 5 ans et demi. Et ça va très vite et c'est de pire en pire. Donc je pense que le bon conseil, c'est d'en profiter le plus tôt possible et vraiment de s'y mettre dès qu'on peut, de façon à vraiment à s'en servir, parce que c'est un muscle. C'est la deuxième certitude, c'est que je pense que cette créativité, elle se travaille. Je veux dire qu'elle se travaille. Et quand je dis qu'elle se travaille, c'est qu'aussi il faut lui proposer des conditions. Moi, une de mes certitudes, c'est qu'il faut des conditions pour innover. Et que quand on est manager, ce que vous souhaitez sans doute être, les uns et les autres, c'est important de mettre les gens autour de vous et de créer un environnement qui soit propice à l'innovation et à la créativité. Et ça, vous n'allez pas regarder les gens et leur imposer d'avoir la meilleure idée possible, la meilleure idée de leur vie dans le quart d'heure qui vient. C'est pas possible. En revanche, les mettre dans des bonnes prédispositions pour le faire, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est sans doute ça votre travail demain. L'autre point, moi, qui est important et que je trouve être une très bonne nouvelle, c'est celui où, je ne sais pas si c'est vous, enfin, je supposais que c'est vous, dites que vous n'êtes pas moitié-moitié, c'est 58-42 je crois, entre créatif et pas créatif. Mais qu'en même temps, vous supposez que, en général, les gens sont plus créatifs. Et ben, ça, c'est aussi un bon départ.
Sauf qu'il y en a quand même 42 qui pensent que non, c'est quand même dramatique. Non, je suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que alors il y a un monsieur qui fait des études à Berkeley et qui a inventé un concept qui s'appelle l'open innovation, qui est une phrase que j'aime beaucoup, et qui dit que les personnes les plus intelligentes ne travaillent pas pour vous. Et je pense que les personnes les plus créatives ne travaillent pas pour vous non plus, et que donc le fait de se dire que c'est pas forcément vous la personne la plus créative, mais qu'il va falloir aller chercher de la créativité ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée, c'est pas forcément un mauvais réflexe. La créativité, on l'a pas tout seul, ou en tout cas la solution, je suis à peu près certain que la meilleure solution, on l'a jamais tout seul. Donc c'est pas délirant. Je trouve que c'est un constat de base qui est se dire que peut-être que les autres ailleurs sont plus innovants. Martha, votre regard là-dessus, je vous ai vu réagir. Vous êtes en plus une adepte de l'adage sur le think out the box. Est-ce que vous pensez que les jeunes Français rentrent vraiment là-dedans? Est-ce que vous voyez une différence, vous, justement? Est-ce que des jeunes Américains de leur âge auraient pu répondre la même chose? Quel est votre regard là-dessus? D'abord, oui, pour répondre, moi je trouve qu'il y a un spectre. L'innovation ou la créativité, c'est pas une chose, c'est toute une gamme de choses. Oui. Donc, au départ, l'innovation part d'une volonté de résoudre un problème. Et donc, ça peut être résolu en améliorant la solution que nous savons faire, ou ça peut être, on utilise des chevaux depuis un siècle, peut-être on peut imaginer quelque chose de mieux. Donc ça peut être une innovation de rupture. Donc on parle des deux. Et c'est vraiment marrant d'être directeur de R&D dans une grande entreprise, parce que, c'était pareil quand j'étais chez Air Liquide. J'avais mon président qui me demandait régulièrement, alors Martha, est-ce qu'on a assez d'innovation de rupture dans le portefeuille? Je m'inquiète qu'on est vraiment sur l'innovation incrémentale, un peu trop, et rassurez-moi qu'on a l'innovation de rupture. Et enfin, autant que directeur R&D, il faut faire semblant d'être très très préoccupé par ça. Mais en fait, moi je suis un adepte de l'histoire d'innovation, donc j'ai des bouquins chez moi qui tracent l'histoire de toutes les petites innovations qui ont finalement semé des graines, qui ont donné une innovation de rupture, mais 100 ans plus tard, et qui n'avait rien à faire avec l'innovation qui a eu lieu dans l'entreprise, qui a du coup ramassé la valeur ajoutée. Donc c'est vraiment marrant cette idée que, je peux avoir dans mon portefeuille un projet qui va mener forcément à une innovation de rupture. En fait, l'un alimente l'autre. On peut avoir des projets qui sont ciblés innovation incrémentale, qui tout d'un coup nous mènent à une innovation de rupture, qui nous mènent à réfléchir, mais totalement différemment, de dire, et l'innovation n'est pas simplement en termes de techno non plus. Bien sûr. Ça peut être en termes de business model, ça peut être en termes de financement, ça peut être en termes de comment on communique avec les clients. De comportement, d'attitude. C'est beaucoup plus large que rien que la techno. Donc ça, c'est une chose qui me satisfait énormément dans mon poste actuel, c'est que je suis responsable pour la R&D, mais aussi pour l'innovation qui dépasse énormément la R&D. Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. N'oublions pas, et ça c'est assez marrant, je trouve, moi, ce que je remarque est manquant là, c'est que la créativité est aussi dans une forme plus pure, peut-être. Les musiciens et les artistes, c'est une expression. C'est pas simplement une volonté de résoudre un problème, c'est aussi une expression. Oui. J'ai une fille qui a 9 ans, moi j'ai 3 enfants, et c'est vrai que c'est un labo d'expérimentation incroyable sur la créativité. Moi, j'ai une fille qui a 9 ans. Vous avez un laboratoire avec 3 enfants à la maison attachés. Enfin, on peut le dire, évidemment. Elle est musicienne. Ça sort d'elle. Quand elle est triste, quand elle est contente, elle va aller au piano, elle va prendre son guitare. C'est juste naturel. C'est une expression. Elle crée des chansons. Donc, elle vient, elle dit, dis-moi le nom d'une personne dans la maison. Donc, on dit Charlie, c'est le chien. Elle va au piano, elle joue pour Charlie, parce que tout ce qui passe à l'esprit, ça c'est aussi la créativité. Bien sûr. Et pour répondre à votre question, moi malgré moi, je pense out of the box. Je suis née out of the box, donc je peux pas faire autrement. Donc ça c'est juste pas possible de faire. J'ai pas suivi un chemin tracé quelconque, mais je pense qu'une chose qui m'a troublée dans le système éducatif en France, au début, c'était quand mon fils aîné, qui est très créatif, quand il avait 3 ans, quand il a commencé à la maternelle,
C'est un enfant qui, quand il était tout petit, quand on lui posait la question, Philippe, quelle est ta couleur préférée, c'était multicouleur, l'arc-en-ciel. Et il faisait tous ces dessins, c'était toutes les couleurs. C'était au mois d'octobre, donc c'était vraiment au début de la maternelle. Je reviens de travail, une soirée, on est en train de faire les coloriages. Et comme on avait épuisé le stock des bouquins de coloriage américains, on savait acheter des bouquins français, avec le modèle donc. Donc je suis là, je suis en train de faire un champignon, et je le colore en violet. Et Philippe, qui n'a jamais... il adore toutes les couleurs, il me regarde et dit « Maman, mais c'est pas bien ça ». Et je dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Il me dit « D'abord, maman, il n'y a pas de champignon violet dans le monde. » En tout cas, pas en France. Avec... Oui. Et puis, deuxièmement, regarde, il y a le modèle et tu ne suis pas le modèle. Oh, j'étais horrifiée de celui-là, de ce garçon-là, qui, jamais, mais deux mois à peine de maternelle, et il était déjà sur les rails. Et donc, moi, j'étais là, attends, il est dans le système français, je ne vais pas critiquer le système, il est dedans. Donc, je ne vais pas dire, c'est pas bien. Vous pouvez, on n'en pense pas moins. Je lui dis, Philippe, ça c'est très bien. Tu dis ça parce que tu es à la maternelle en France, tu es dans la maternelle française. Il me dit oui, et j'ai dit, et ta prof, ta enseignante, elle te dit ça. Il me dit oui, et je lui dis, mais ça c'est très bien. Tu fais comme ça à l'école, c'est très bien, mais tu sais, là on est à la maison, et nous sommes aussi américaines. On est américains aussi, et tu sais ce qu'on fait avec le modèle en Amérique. Et il me regarde, et je l'ai déchiré. J'ai déchiré un petit bout et j'ai dit voilà, c'est ça qu'on fait avec le modèle en Amérique. Tu peux faire des champignons violets si tu veux à la maison. Je ne vais pas le dire à la prof. Et lors du baccalauréat, il a rendu une copie déchirée. Ouais, mais attention, parce que il n'a pas eu son bac, mais la copie était. Non, mais aux États-Unis, un pays que je connais très très bien, j'ai été surpris par leur manque de créativité justement. Bon alors, si vous pouvez éviter de me foutre le bordel. Et non, mais c'est vrai. Moi j'adore ça parce que moi j'ai la même conception que toi qui dit que on est très créatif et après il y a la société ou l'éducation qui va réfreindre, etc. Et aux États-Unis j'ai trouvé des gens d'un processus, des procéduriers, des mecs, ils ne savent que suivre les règles. Et je pense que ces règles contraignent des gens qui sont très très créatifs peut-être à la base. Je ne dis pas que c'est américain ou français. Je pense que il faut former l'enfant de oser. Ah bah, de ne pas il y a beaucoup de Français dans la se Silicon mettre Valley dans le moule. pour cette raison. Ça peut se faire n'importe où. Si tu peux éviter de me la vexer parce que son fils est président des États-Unis bientôt, on ne sait jamais. On aime beaucoup votre fils, on voulait vous le dire. Une question dans l'étude justement les répondants évoquent souvent des freins à la créativité. Je lis encore mes fiches, ils évoquent des freins à la créativité. En fait, on a l'impression que quand ils répondent qu'ils voient aussi parfois le verre à moitié plein. Est-ce qu'il y a des freins réellement? Est-ce qu'on se les crée, ces freins? Ou après tout, est-ce qu'ils existent mais ils ne méritent même pas d'être évoqués parce qu'à nous de passer outre et de sortir du cadre, de sortir de cette boîte justement. Je veux bien commencer. Ouais, c'est certain qu'il y a des freins à la créativité. Moi aussi, j'ai mon petit exemple. Ouais. On a tous les ans, on a des jeunes brillants qui arrivent dans le groupe et on leur propose un projet international où ils vont devoir travailler ensemble sur un sujet qu'on leur propose et on leur demande de résoudre la question, le problème, l'étude ensemble. En général, c'est une plateforme internationale. Oui. Quand ils arrivent, on leur fait passer une audition, des interviews, on leur demande ce qu'ils aiment et évidemment comment ils utilisent le digital, c'est un peu là-dessus qu'on les challenge. Ouais. Et quand on les a en interview, le digital c'est leur vie, ils font tout avec, ils peuvent pas s'en passer, ils dorment et s'ils n'ont pas leur smartphone connecté, ils ne respirent plus. D'accord. Et au bout de 3 semaines, la consigne c'est dès que vous avez besoin de quelque chose, vous venez me voir et on va vous aider à résoudre ce problème-là. Ouais. Et au bout de 3 semaines, on les appelle parce qu'on n'a pas de nouvelles. Et là, on leur demande comment ils travaillent. Et ils travaillent parce qu'ils ont demandé un abonnement à BNP Paribas pour faire de la conférence audio, quoi. Voilà. Mmh. Ils travaillent comme ça. Et quand on leur dit « mais pourquoi vous ne travaillez pas avec vos outils ?» Ils nous disent « mais parce qu'on ne savait pas qu'on a le droit de le faire. » Ah oui. Donc je pense que le premier frein à la créativité, c'est... je dirais, c'est pas l'autorité, c'est pas la hiérarchie, etc. C'est l'image qu'on peut se faire de cette autorité et de cette hiérarchie. Et l'autocensure, peut-être, les freins que l'on peut se donner. donner. On est d'accord qu'il faut canaliser la créativité pour aller dans le même sens, pour aller dans le sens du projet. Quand je travaille pour une entreprise, je travaille pour l'entreprise. Bien sûr. Il faut d'abord que j'ai compris le sens dans lequel va l'entreprise, que je me l'approprie, et ensuite que j'apporte ma contribution personnelle et créative.
Mais en général, j'observe chez les jeunes qui arrivent chez nous qu'ils ont une vision de l'autorité qui n'est pas la réalité d'ailleurs. Hein. Et en plus, vous faites qui pas les peur, empêche enfin, d'être créatifs. Vous avez l'air assez sympa. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des gens Moi, chez je suis le Delpech plus qui sont sympa de la moins, bande, hein, mais parce ah oui, que c'est pour ça. parce que c'est la banque. Quand Je vous même, rappelle hein, que le faut pas truc est pousser. filmé, que ça passe sur Internet, et donc ça peut repasser dans l'entreprise. J'invite donc tous les salariés de BNP demain à voir le replay. Un dernier mot là-dessus, je vais leur laisser la parole, si vous voulez bien là-dessus, mais un dernier mot sur cette question des freins peut-être, et ensuite la parole à la salle. En fait, aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut voir, c'est qu'on a changé d'air. Et qu'aujourd'hui, on n'oppose plus des petites entreprises et des grandes entreprises. On oppose des entreprises rapides et lentes. Ouais. Et les entreprises rapides, c'est celles qui sont très innovantes, celles qui vont vite et qui changent souvent. Et donc, dans mon entreprise, clairement, on s'est dit, mais alors comment est-ce qu'on peut innover, être rapide, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un processus d'innovation qui était top-down. C'est-à-dire, c'était les mecs d'en haut qui pensaient et les autres, ils appliquaient. Que du descendant. Et tout notre processus a changé à partir du moment où on les a autorisés à avoir des idées, parce qu'en fait, on avait un middle management qui disait non, tu as des idées, c'est ton outil de travail, mais tu n'as pas le droit d'émettre d'idées, tu te tais. Et donc nous, on recevait jamais les idées du terrain. C'est la fameuse boîte à outils, hein, qui est la boîte à idées qui a toujours existé. Et on l'avait pas. Donc on n'avait pas de bottom-up, on n'avait que du top-down, parce qu'on dit putain, qu'est-ce qu'ils sont nuls, attends, on va réfléchir au problème, et on met des experts, et ils pondent un projet, et après on y va au marteau pour l'imposer. Et tout a changé le jour où on a commencé à faire de l'open innovation, des choses qui viennent d'en bas, et de leur montrer que même à ton petit niveau, tu peux avoir des idées qui peuvent aider, qui peuvent amener à quelque chose. Stéphane, pour terminer peut-être là-dessus, non, sur les freins, un dernier mot, et je veux que la salle prenne la parole pour vous interpeller. Non, mais les freins, c'est comme... Enfin, tout à l'heure, pour finir sur les slides, j'ai pas été totalement convaincu par la définition de la créativité. Ça me semble très difficile. La créativité, par définition, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est difficile de circonscrire à quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, moi, là encore, pour prendre rapidement, parce que mes collègues ont déjà évoqué pas mal de points, c'est que je pense qu'il y a un enjeu qui est le travail aussi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est un muscle qui se travaille, mais la créativité, quand on fait de la musique, c'est faire ses gammes, quand on fait de la peinture, c'est copier des toiles, quand on est dans nos métiers, c'est aussi, c'est beaucoup de travail. En fait. Avoir des bonnes bases, une bonne culture, en général. Pour avoir notre rêve à tous, c'est d'avoir ce que vous expliquez avec votre fille de 9 ans, c'est d'avoir cette capacité d'expression en fait, de la créativité. Parce que des idées, on en a tous. Et on est tous d'accord, pour reprendre ce que disait Hélène par rapport à la rapidité. Qu'est-ce qu'on met en cause ? C'est la vitesse et la qualité d'exécution quand on est créatif. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir en tête le plus beau tableau du monde, la meilleure chanson ou la meilleure idée de business qui soit. Tous. Après ça, il faut être le plus rapide. C'est une autre affaire. Il faut le faire déjà. Donc l'exécution, c'est deux choses. C'est en capacité d'exécution, c'est aussi en capacité, et c'est un autre élément qui me semble être un élément qui est créatif de façon indirecte. C'est aussi un mot qui est très américain pour le coup, et une chose qu'on vous apprend à mon avis assez peu dans vos écoles, parce que c'est un peu bizarre. Moi je le dis en tant que Français, et pour avoir été aussi beaucoup confronté à la culture américaine, c'est ce qu'on appelle le leadership. Peut-être que maintenant il y a des cours dans les écoles. Je continue à trouver que c'est un concept assez étrange, le leadership. Mais je pense que c'est, en plus de la créativité et de faire ses gammes, c'est quelque chose, c'est de réussir à emmener avec soi des personnes qui peuvent être plus créatives. Bien sûr. Merci pour ça. Qui veut les interpeller, qui souhaite poser la première question sur ces définitions, sur le cadre que l'on a posé? Merci pour la lumière. Voilà. Qui souhaite... intervenir. Vous n'êtes peut-être pas d'accord d'ailleurs, mais il faut le leur dire. Si vous êtes d'accord, si vous voulez aller encore plus loin, qui prend la parole en premier, qui pose la première question? Merci. On passe à la deuxième question maintenant, s'il vous plaît. La première était compliquée. Ah ben merci. Et c'est con parce que vraiment la première, vous gagnez je ne sais pas quoi, mais voilà, on est à la vente privée, un déstockage énorme d'iPhone. Ben là, c'est la deuxième. Monsieur, bonjour. Je vous invite à vous présenter. Ah bonjour, je m'appelle Baptiste. Bonjour Baptiste. En fait, moi j'avais une question. Ilan vient de faire la transition parfaite. Vous voulez présenter votre JE, juste comme ça on les salue. Vous êtes quel JE? Je suis pas du tout dans une JE en fait. Merci, au revoir monsieur, on passe à quelqu'un d'autre.
Allez-y, je vous en prie. Donc en fait, ma question, c'était, on parle beaucoup depuis le début de la créativité par rapport à des aspects de nouvelles technologies, etc. Mais on a quelquefois évoqué le sujet, en fait, de mettre en place des environnements justement qui pouvaient pousser les jeunes à devenir plus créatifs en entreprise. Ouais. Et ma petite question, c'était comment vous faites, vous, aujourd'hui, dans vos entreprises distinctes, pour justement mettre en place un environnement. Vous parliez justement tout à l'heure de faire revenir les idées du bas vers le haut au lieu de faire le contraire. Et justement, quelles autres méthodes on peut mettre en place pour justement aider les gens à se lâcher et à développer les idées qu'ils pourraient avoir et qu'ils n'osent pas forcément mettre en place. Alors, merci pour la question. Moi, j'entends une double question. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Il pose la bonne question. Je vais plus loin. Est-ce que la réponse n'est pas dans la question des gens ? Est-ce que les jeunes ne sont pas déjà une des solutions pour faire éclore de la créativité encore plus dans l'entreprise? Est-ce que ce ne sont pas ces nouveaux entrants parfois qui poussent à plus de créativité parce qu'ils nous font un peu péter les coutures dans les entreprises de nos costumes un peu engoncés? Ça serait bien si c'était ça, mais c'est pas le cas. Oh, ça arrive de temps en temps. Non, les jeunes quand ils arrivent, ils sont tétanisés, c'est le job, ils font ce qu'on leur demande et ils se taisent. Et on n'a pas ça malheureusement. Dans ce qu'il faut, nous ce qu'on fait, c'est que on fait des concours. Voilà. Alors, Google, lui, il dit 20% de ton temps, tu fais autre chose que ton métier. Oui. Bon, ok, ils sont tellement riches qu'ils peuvent le faire. Nous, non. Vous êtes tellement pauvres que vous ne pouvez pas. Et non, alors non, je dis pas ça. Mais je dis que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre en place des outils de com interne en leur disant, ok, tout le monde est libre de pouvoir. On va lancer pendant 3 semaines un concours. Tout le monde est libre de choisir un sujet. Tout le monde est libre d'adhérer à un sujet qui a été lancé ou d'en créer un autre. Mais par contre, si vous faites quelque chose, vous travaillez. Oui. Vous allez vraiment bosser sur un sujet. C'est pas simplement je balance des idées, c'est je le fais. Je fais ce qu'on appelle un proof of concept. Je vais apporter mon idée et prouver qu'elle marche. Parce qu'on a toujours des gens qui disent « Ouais, mais c'est de la merde, c'est machin, des trucs, et moi j'aurais fait ça. » Ok, bah fais-le. Bah vas-y. Ouais. Voilà. C'est comme Facebook. C'était mon idée. Non. Facebook, c'est Zuckerberg. C'est lui qui a fait Facebook. C'est pas le mec qui a eu l'idée qui est de Facebook. On est bien d'accord. Voilà. Et donc voilà ce qu'on fait. On leur dit ok, vous voulez avoir des idées, vous voulez vous exprimer, bah faites. Organisez-vous et faites. Chez Areva, vous les laissez prendre de l'initiative. Chez BNP Paribas aussi, non. Chez BNP surtout pas. Je fais exprès l'avocat du diable. Attention les copains de mes... oui. Chez Areva, c'est tellement facile. Voilà, on vous file une centrale, éclatez-vous pendant un week-end. Qu'est-ce qui est plus facile chez Areva? Voilà. Concours de cuisine à l'uranium. Alors. Quels sont les facteurs de succès ou qu'est-ce qui facilite la mise en œuvre de la créativité au bénéfice de l'entreprise? Je pense que premièrement, c'est la culture de l'entreprise. Oui. Et la culture de l'entreprise, c'est quelque chose qui passe beaucoup par les traditions orales. Et là, vous allez entendre que j'ai vécu dans le Pacifique Sud. Mais je pense que c'est très, très important ce que les gens se racontent. L'histoire. S'il y avait un projet qui s'est déraillé, l'entreprise a perdu des millions d'euros, où sont les gens qui étaient responsables aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont bien placés dans l'entreprise? Est-ce qu'ils ont été soutenus ou est-ce qu'ils ont tous été virés? C'est très, très important. Bien sûr. Parce que si le projet est un échec et les gens sont aujourd'hui dans les positions de responsabilité, l'entreprise a fait confiance, bah ça c'est archi important. On n'a pas besoin, on peut faire des politiques d'innovation, on peut écrire tout plein de belles choses. En fait, ce sont des exemples comme ça qui définissent en première la culture de l'entreprise et qui montrent les gens si ça vaut la peine de courir un risque ou pas, ou s'il faut se taire. Je pense qu'une autre chose qui est dans la faveur d'Areva, c'est que nous sommes une entreprise jeune. Nous sommes enracinés avec le CEA, mais en fait, Areva a été créé en 2001 seulement. Et oui, c'est vrai. Donc, la plupart des gens qui sont chez Areva aujourd'hui viennent d'ailleurs. Oui. Et donc, dans une réunion, on n'a pas 100 ans comme la plupart des CAC 40. Donc, dans une réunion, la plupart des gens, ils ont des exemples. Ils disent, ah tiens, quand moi j'étais chez Schneider, on a fait comme ça. Chez Schrum, on a fait comme ça. Et donc, il y a une ouverture d'esprit. Les gens, ils partagent, ils disent, tiens, ou si on faisait comme ça. Et alors que dans certains d'autres CAC 40 où je suis passée, ce que j'ai entendu comme musique de fond, c'était, je vais vous expliquer comment nous faisons depuis 100 ans. Et voilà. Donc, on peut flirter avec l'innovation, mais à la fin de la journée, non, c'est pas comme ça qu'on fait.
Rapidement, Martha, s'il vous plaît. La diversité est aussi importante, mais oui. ça c'est peut-être quelque chose que je peux mentionner après. La diversité, je ne dirais pas que le secret c'est que les jeunes, c'est la diversité des générations. Et ça c'est notre richesse chez Areva, c'est que nous avons les 3 générations. La richesse de l'intergénérationnel, bien sûr. C'est très très important. Et puis cette expertise technique, parce qu'il faut que ça soit enraciné. On peut avoir des belles idées, mais si on ne sait pas faire, le vélo, on ne va pas réinventer le vélo. Évidemment. Philippe Torres, pour compléter. Je suis dans l'idée reçue du journaliste, évidemment, chez BNP Paribas, on n'a pas la place, bien au contraire. C'est drôle, BNP Paribas, moi je suis rentré dans un groupe, il y avait 9000 personnes, c'était il y a 22 ans, et aujourd'hui on est 220 000. Je ne sais même pas ce que ça veut dire BNP Paribas, 220 000 personnes. Oui, c'est énorme. Voilà, donc pour répondre à ta question, Baptiste, je pense que l'idée c'est que les grosses entreprises comme la nôtre, elles essayent un peu tout. Et on ne sait même pas qui a essayé quoi dans l'entreprise. Voilà. On sait qu'il y a des grandes initiatives, on essaie de rassembler ce qui s'est fait de mieux, les best practices, on essaie de les partager. Mais à la fin de la journée, je crois que ce n'est pas ça la réussite. Ce qui réussit, c'est quand une personne arrive à emmener avec elle quelques personnes vers le même projet et en leur disant « on va tout faire pour que ça marche ». Et que les gens se sentent tellement bien dans le projet qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils y aillent vraiment et qu'ils se lâchent. Je pense que c'est ça qui a marché tout le temps et c'est ça qui continue de marcher. Ça se provoque pas. Enfin, on peut essayer de le provoquer, mais ça, c'est le coup de bol c'est le cercle qui vertueux. arrive rarement. Et c'est pas une question d'être une grande ou une petite entreprise. Bien sûr. Hein. C'est l'enthousiasme, la passion et le fait de dire on n'est pas là pour être créatif, on est là pour faire ce truc-là. On sait même pas combien de temps ça va nous prendre, mais on y pense le jour et la nuit et c'est vers ça qu'on va. Je pense que c'est ça qui crée d'un seul coup l'alchimie, qui fait que ça va prendre ou pas d'ailleurs. Et très difficile que ça reprenne l'année d'après ou 10 ans après. Évidemment. Il n'y a pas de recette. Hein. Je vous coupe la parole. Merci pour la question, merci pour la réponse. Elles seront plus courtes la prochaine fois. Je veux juste dire un truc pour rebondir sur Martha. Il y a un truc qu'on n'a pas trop en France et c'est pour ça qu'on n'a pas tant d'entrepreneurs. Ouais. C'est qu'il n'y a pas la culture de l'échec. Exactement. Et là-dedans, moi, ce que je dis toujours, c'est si tu te plantes une fois, quelle merveilleuse chose, tu as appris quelque chose. Moi, tu te plantes 2 fois, t'es un con. 2 fois la même chose, t'es con. Mais 2 fois, c'est possible si c'est pas la même chose aussi. Si c'est pas la même chose, tu apprends. Non, faut les rassurer parce que tout le monde s'est planté 2, 3, 4 fois. Voilà, non, mais le vrai truc, il n'y a pas de chance aussi, quoi. On n'a pas cette culture de l'échec qui est de dire j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai appris. Bien sûr. Et ça, c'est un vrai problème français où on est sur la perfection, l'idée, le machin, le truc, le succès, le truc. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend comme un bébé, qui marche à 4 pattes et après qui se lève et il s'est cassé la gueule 150 fois, mais il s'en fout. Un jour, il marchera. Autre question dans la salle. Merci en tout cas d'avoir été aussi complet. Qui prend la parole dans la salle? Allez-y, monsieur, allez-y, osez, levez-vous. On vous jette le micro. Qui, quand, comment? Mademoiselle va descendre. Peut-être se casser la figure, on espère. Non. Les caméras sont tournées vers nous, ça n'aurait aucun sens. Monsieur, bonjour. Bonsoir, le micro va fonctionner. Bonsoir. Alors attendez, on peut faire le langage des signes aussi. Alors attendez, on va faire comment? Mademoiselle, le micro, comment fonctionne-t-il? Sinon, vous savez quoi? Vous le dites pas à ma mère, mais je vais faire l'hôtesse. Hein? Allô, 1, 2, 3. Ouf. Pour ma réputation, je suis passé à côté. Alors, je vous laisse vous présenter une JE en particulier. Oui, rapidement. Donc, bonsoir, Edgar Kleinman, junior entreprise GIS. Donc moi, j'avais une question, enfin j'avais une sorte de double question. C'est par rapport, si on a une idée, est-ce que l'idée peut venir de n'importe où? Et également, comment la faire valoir? Alors attendez, précisez, parce que pour le coup... Donc je vais faire référence par exemple au web. Donc on voit qu'il y a des startups plus qu'avant aujourd'hui qui font surface, qui parfois coulent très rapidement. Oui. Et je voulais savoir si juste comment, par rapport au flow de toutes ces startups, on pouvait faire valoir une idée que nous, on pouvait avoir si on n'a pas de fonds, si on a juste une idée créative, comment on peut la faire valoir? Donc en gros, vous avez une idée, vous avez envie de la défendre, etc. Mais vous ne savez pas comment vous en sortir dans cette forêt monstrueuse de millions d'idées. Comment la vôtre va sortir? En gros, quels sont les atouts que vous pouvez mettre de votre côté pour que votre idée soit retenue, accompagnée, parrainée, sponsorisée? Faire passer le message au maximum de personnes. Alors, entretien d'embauche, mais là vous me les avez lancés pour 4 heures, on n'a pas le temps. Hein. Mais vous me faites un truc court, hein, s'il vous plaît. Mais en tout cas, la question est intéressante. Il fait comment? Il a une super idée. Vous lui dites d'avoir des idées, de sortir du cadre, super. Il fait comment pour rentrer dans votre cadre et venir vous voir? Vous convaincre? Faut, dans l'ordre, hein, il faut d'abord réussir à convaincre quelqu'un qui va savoir la faire, cette idée. Donc si tu n'es pas développeur ou codeur toi-même, c'est... Souvent, on dit qu'il faut un cofondateur. Donc, il y a un véritable enjeu à se mettre à plusieurs ou à travailler à plusieurs de façon, Une bonne idée, ce n'est jamais seul.
Je dis pas qu'une jamais idée, c'est pas jamais seul. Je parle d'une start-up. C'est pas. D'accord. Et puis. Sa mise en place n'est jamais seule. Écrire un roman et monter une boîte, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Donc, je dis et surtout, alors je sais pas quelles sont tes études, mais quand on est. Alors, avec un petit message à faire passer, c'est que je suppose ici il y a des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. C'est que la culture française, il y a une autre chose où on s'est fait mal, mais ça progresse, c'est qu'on a aussi beaucoup une culture des ingénieurs qui veulent devenir des managers ou des banquiers. Zuckerberg, c'était plutôt un développeur et ça lui a plutôt réussi. Et cette culture des startups américaines, c'est aussi beaucoup d'ingénieurs ou de PhD qui décident de fonder leur société. Jusqu'à maintenant, les grandes réussites de l'Internet français, privé bien sûr, les Price Minister et quelques autres, c'est beaucoup des boîtes qui sont montées par des gens qui ont fait des écoles de commerce, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Ilan, c'est le cas ? Oui. Ce qui est bien, mais ce qui fait que il nous manque encore un Google, un Facebook, voilà, donc on les attend, on espère qu'ils viendront, peut-être que ce sera un d'entre vous, mais donc je pense que quand on a ces idées-là, il faut trouver le moyen de la réaliser, c'est la première chose. Et après ça, la deuxième personne à rencontrer, c'est un client. Parce que une fois qu'on a réalisé, et c'est que tu sois dans un marché qui est B2B, donc auquel je crois, moi c'est un de mes modèles, mais ou que tu sois sur un modèle de start-up, lean start-up, itératif, dans lequel on fait des boucles comme ça, où on teste quelque chose et rapidement on apprend au contact de son client, il faut, de son utilisateur, il faut trouver quelqu'un qui va donner un retour et qui va enrichir le produit. La beauté d'Internet, c'est que les gens s'en emparent. Ce qui me permet de faire passer un petit message, un autre encore, c'est que moi, quand j'ai commencé, à la fin des années 90, début des années 2000, il y avait le patron d'Intel qui disait à l'époque « Seuls les paranoïaques survivront ». Ce que je trouvais, vous avez la chance de ne pas avoir... voilà un truc qu'on vous a évité, je suis content pour vous qu'on l'évite. Parce que si je n'y crois pas un instant. Peut-être dans le métier de Martha, sur Areva, je ne sais pas, et heureusement qu'il y a des secrets dans ce domaine, mais dans mon métier à moi, une bonne idée, elle s'expose, elle se travaille, on l'enrichit, et à chaque fois qu'on réussit à convaincre quelqu'un, on fait avancer son idée. Et donc je suis toujours vraiment surpris par les gens qui disent j'ai une super idée, je peux pas en parler, ou on verra quand ça sera lancé. Je trouve que c'est la pire des choses. Vous en voyez tous les jours, c'est pour ça que vous marrez. Alors moi je veux simplement faire un truc, oui bien entendu, sur les ingénieurs, je suis d'accord qu'il y en a pas assez qui sont entrepreneurs en France, ça c'est clair. Mais moi je fais du e-commerce, donc c'est d'abord un métier de marchand. Et c'est vrai que quand on a commencé en 2000, on était vraiment dans des processus d'innovation, on devait inventer beaucoup de choses, on se posait la question comment on devait traiter un panier. Est-ce qu'on devait le mettre en haut à droite ou en bas à gauche? Aujourd'hui c'est fini tout ça. Si ton idée c'est de faire du e-commerce par exemple, aujourd'hui, just do it, fais-le. Tu as tous les outils pour le faire, fais-le. Alors après les gens disent ouais mais l'argent et tout. Ok. De l'argent, je vais te faire un scoop, il y en a des tonnes de milliards. Il y a des milliards de disponibles qui aujourd'hui mettent de l'argent à 1%, à 0%. Et tout ce qu'ils veulent, c'est le mettre dans des projets. Mais ils ne veulent pas le mettre dans n'importe quel projet. Effectivement, ou en Suisse. Le taux de mortalité. Oui. Ouais, mais ça ne leur réussit pas trop en ce moment. Non, c'est pour ça. Non, ça ne marche pas très bien. Non, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'épargne. Mais moi, par exemple, j'investis dans une quinzaine de boîtes par an. Et qu'est-ce que j'ai? Dans quoi j'investis? Uniquement, on parle de l'idée, super. Mais 80% des boîtes disparaissent. Et en fait, c'est le porteur du projet qui compte. Est-ce que le mec est capable de la réaliser? Est-ce que le mec est capable de réaliser qu'il s'est planté dans son idée initiale, de changer d'avis et de repartir sur un cycle? Et ça, c'est la clé. Et une fois que tu as prouvé que tu es capable de le faire en vendant 100 pièces, là, tu peux aller voir un financier et dire hey, regardez, moi, avec Cacahuète the Bee, j'ai vendu 100 pièces, file-moi à 10 millions, je vais te vendre 100 millions. Et je dis ouais, pas de problème. Oui. Non, mais ils vont te dire pas de problème. Oui. C'est. Je suis sûr que. Le banquier donne son avis, c'est ça? Non, pardon. Non. Fais gaffe, il y a quand même les gens de la boîte en face de toi, faut pas renier tout. Moi aujourd'hui, tous les dossiers qui sont du Love Money du site, je ne les regarde pas. D'accord? Si les gens qui disent ouais j'ai une idée, donne-moi de l'argent, je vais le faire. Moi je connais des gens qui disent ouais j'ai une idée, filez-moi 3 ou 4 millions d'euros pour commencer. Je leur dis bon vous êtes des malades, je connais des copains qui ont mis de l'argent dedans, ils ont tout perdu. C'est parce que quand tu surfinances un projet et que tu ne le connais pas, le mec il rentre dans un mode où je le passe maintenant? Non, il veut prendre le micro juste après. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple aux États-Unis. On va s'arrêter là, Ilan, parce qu'il y a d'autres questions, il y a plein d'autres trucs. Peut-être. Oui. Si.
La différence, c'est qu'entre, par exemple, l'Europe et les États-Unis, en Europe, on a des entreprises où le capital appartient aux entrepreneurs, majoritairement. Aux États-Unis, il y a des mecs qui montent des boîtes avec 5% du capital. Ouais. Financé à 95%. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour lui, il travaille pour fabriquer de l'argent, fabriquer de la valeur pour son actionnaire principal. Moi, j'ai jamais considéré de monter une boîte et participer à cette aventure entrepreneuriale pour gagner de l'argent. J'ai toujours considéré que, j'en ai gagné beaucoup, toujours, mais j'ai toujours considéré que c'était une conséquence de la réussite. Bien sûr. Parce que c'est ça qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé, c'était de prouver à tout le monde que j'étais capable de faire des choses, etc. Et voilà, donc ce qu'il faut, c'est faire des choses. Regarde Philippe très rapidement et on continue parce qu'il y a encore plein de choses. Je réponds à ta question parce que Ilan était un peu sévère tout à l'heure. Il dit l'idée, on s'en fout, c'est pas important. Ce qui compte, c'est réaliser l'idée. Et si tu veux, dans un contexte où on produit des idées au kilomètre, et c'est pas un problème parce que le climat est là, parce que tu travailles avec le fondateur de l'entreprise et que, tu vois ce que je veux dire, c'est Google en 98 et Apple 10 ou 20 ans plus tôt, mais quand tu es dans cette situation-là, que tu travailles avec le fondateur et que tu sais que c'est une star, si tu veux, les idées, elles fusionnent dans tous les sens. Et donc, ce qui compte à ce moment-là, c'est comment on emmène l'idée jusqu'à l'innovation. Comment tu arrives à transformer le monde avec cette idée. Par contre, je pense que dans un contexte d'une grande entreprise, et là je parle d'un groupe comme BNP Paribas, 200 000 personnes, ça existe depuis 200 ans. C'est plus du tout le même contexte. Il faut réapprendre à être créatif, à avoir des idées, etc. Et donc c'est une autre démarche. Et nous, on fait appel à des cabinets qui ont des idées. Parce que nous, on ne sait pas sur certains points générer ces idées. Donc le fait, c'est un talent d'avoir des idées et d'être capable de pondre des idées sur commande. Et donc il y a peut-être aussi un business à créer là-dessus. Mais ce que nous disent les start-upers, ceux qui ont créé ces boîtes, c'est que quand on est dans cette ambiance start-up et que tout le monde y va, l'idée, elle arrive, quoi. Et ce qui compte, finalement, c'est de la réaliser. Et donc, pour ton idée, ce qui compte pour toi, c'est de savoir si c'est toi qui peux la réaliser ou si tu as besoin d'aller chercher quelqu'un. Et à ce moment-là, il va falloir que tu le convainques d'aller avec toi vers cette idée. Je reprends la parole, vous les verrez tout à l'heure au cocktail, il y a du Canard du Chêne, mais aussi il y a les invités, comme ça vous pourrez échanger avec eux là-dessus. Je sais qu'il y a des questions Twitter, je ne sais pas si je la prends maintenant, je la prendrai tout à l'heure peut-être dans la deuxième partie, je ne sais pas où ils sont, Louis Tudor, on va me dire ça, on est à la maison d'improvise, donc on se prend la question Twitter juste après. On rentre dans une deuxième partie, on va parler ensemble de formation, si vous voulez bien. On va parler non seulement de formation et sur... C'est super, vous allez bien, c'est super. Et donc, génial. Alors, formation en créativité, potentiel de développement ou développement de potentiel. Oui, non, oui, on verra tout à l'heure. Voilà. Non, on n'a pas répondu. Oui, est-ce qu'on a répondu à la question sur... D'accord, oui, c'est ça. Monsieur m'énerve. Et alors, on verra tout à l'heure. Il y a des sujets du bac ce soir, moi je vous le dis. On va regarder quelques autres résultats très rapidement, si vous voulez bien. Et puis surtout, une question qui se pose là et que se posent beaucoup de juniors entrepreneurs qui ont aidé à la préparation. Aujourd'hui, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut se former à tout cela. On va regarder. Quel lien y a-t-il entre formation et créativité? Allez, à 50%, la formation permet de développer une aptitude à la créativité. Et puis après, il y a un tiers qui nous dit la créativité est un talent qui nécessite une formation pour être mise en pratique. À 16%, aucun lien entre formation et créativité. L'aptitude à la créativité ne s'acquiert pas par le biais de la formation, donc ce serait inné. Et puis 6% autres, on ne sait pas quoi. Il y a d'autres camemberts? On va regarder ensemble rapidement. Donc y a-t-il une formation? Le lien, on va le voir. Les jeunes disposent de connaissances, compétences, outils nécessaires pour être créatifs. On leur a demandé est-ce que vous avez, vous, les connaissances, les compétences, les outils pour être créatif. À 71%, ils nous disaient oui. Autre camembert derrière peut-être? Je découvre, la créativité des jeunes est encouragée en France. Ah, 74% nous disent non. Bon, c'est bien que la ministre ne soit pas venue, parce qu'elle serait repartie les fesses rouges. Alors ensuite, on regarde. Est-ce qu'il y a un autre camembert? Non, bon, on le dit plus facilement parce qu'elle n'est pas là et parce qu'elle regardera le replay, évidemment. La France est en retard par rapport à d'autres pays concernant la créativité de ces jeunes et les moyens mis en place pour la développer. À 83%, les sondés sont d'accord pour dire que nous sommes en retard par rapport à d'autres pays. Est-ce que j'en vois d'autres? Oui, j'en vois d'autres rapidement. On y va rapidement. Est-il plus facile d'être créatif en lançant son propre projet ou dans une structure établie? À 66%, ils pensent que c'est en lançant son projet et non pas dans une structure établie.
Voilà. L'autre camembert, pourquoi la créativité, celui d'après, la créativité des jeunes est suffisamment valorisée dans le monde du travail, pas d'accord, à 62%. Waouh, le tableau est sombre. Qu'est-ce que tu nous sors d'autre? T'en as un dernier? Je sais pas quoi. Donc on dit que c'est pas assez valorisé. Et pourquoi la créativité des jeunes est-elle insuffisamment exploitée? La question est quand même très dirigée. Hein. Pourquoi la créativité des jeunes est-elle insuffisamment exploitée? Et donc à 68%, on nous dit on ne fait pas confiance aux jeunes. Oui, c'est pour ça. C'est une question posée à des jeunes, mais je pense que c'est une question posée par des jeunes aussi. Enfin, il n'y a qu'à voir la question. Et donc, à 68%, on ne fait pas confiance aux jeunes. À 18%, les jeunes n'ont pas confiance en eux. À 8%, les jeunes ne cherchent pas à être créatifs. Waouh. Les 6%, d'autres. Bon, je vous ai jeté ça en vrac. Le lien entre formation et créativité. Répondez à cette question sous-jacente par rapport à tout ça. Ça s'apprend, la créativité. C'est en lien avec ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que chez Areva, on a atelier créativité entre tricot et macramé? Est-ce que vous avez un atelier, on t'apprend la créativité chez Areva? Oui, enfin, je reviens à Areva dans un instant, parce que oui, on a ce qu'on appelle la Idea School, on a aussi des méthodes comme FIK pour... Oui. Mais d'abord, je voulais juste dire un mot. Est-ce que ça s'apprend? Non, moi je pense que ça s'apprend pas, mais ça se libère. Il y a des gens par nature qui sont plus ou moins créatifs et enfin donc on peut encourager, mais la plupart des gens comme mon fils aîné, il est très créatif, mais il est aussi très influencé par son environnement. Oui. Ma fille, pas du tout, elle va être créative n'importe où. Donc ça dépend de la personnalité. Mais donc quelqu'un qui est créatif mais qui est très sensible à son environnement, il va se faire écraser dans un environnement qui nourrisse pas. Donc, je pense que ça peut se libérer par les formations, oui, mais c'est surtout dans un environnement où c'est OK d'avoir un échec. C'est la chose la plus importante. Et je pense que ça s'apprend surtout à la maison. Enfin, quand un enfant tombe, quand il est en train d'apprendre à marcher, quelle est la réaction des parents? Est-ce que les parents, moi je l'ai vu dans les parcs à Paris, oh non, mais tu t'es sali, ouais. C'est inacceptable. Ben non, jamais. S'ils reviennent, ils ont des trous, c'est pas grave. Bien sûr. C'était normal. Donc, je pense que c'est beaucoup aussi dans la culture générale. Bon. Oui. Il va réagir là-dessus. Même plus. Mais enfin, comment on gère l'échec à la maison? Je pense que ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand ils ont une mauvaise note? Est-ce qu'on dit, ah non, mais tu es nul? Ou est-ce qu'on dit, bon, pourquoi ça t'est arrivé? Est-ce que tu as regardé tes erreurs et tu comprends maintenant? Allez, on va s'asseoir, on va le refaire. Donc, on apprend. La note n'est pas la plus importante, c'est si on a appris ou pas. Chez Areva, vous n'avez pas des parcs de jeux pour enfants, mais on fait comment? Non. Alors, vous le dites, vous avez... Mais on a, enfin, déjà, une chose qui est vraiment très intéressante chez Areva, c'est qu'on a une R&D très décentralisée, oui. Et la plupart des bonnes idées viennent du terrain. On est vraiment très bottom-up. Oui. Pourquoi ça marche? Ça m'a étonné en arrivant chez Areva. Ça marche parce que nous avons aussi une relation avec le COA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, oui. Qui est un système de labos nationaux. On a une relation avec eux. C'est eux qui font pour nous notre recherche en amont, donc sous contrat. Donc j'ai d'un côté un jardin secret qui est à peu près 100 millions d'euros de recherche exécutés dans les labos première crise, enfin dernière crise, vraiment cutting edge. Et de l'autre côté, donc, une R&D chez nous qui est très décentralisée, très proche des opérations et des clients, et qui est donc drivée totalement par le terrain. Ça, c'est très rare et c'est exceptionnel. Bon, ça, c'est une chose. Après, il faut quand même avoir des méthodes. On peut avoir un projet R&D qui nous a coûté déjà 10 millions d'euros et on voit que ça stagne. Ça n'avance pas. Et après, on a des méthodes. On a une centaine de personnes au sein de l'entreprise. Nous sommes à peu près 40 000 personnes, un peu plus. Chez Areva, on a une centaine qui sont formées dans une méthode qu'on appelle FIK, où justement, on peut rassembler les gens qui sont impliqués dans un projet et prendre des reculs ensemble et faire du brainstorming, mais vraiment dénouer le sujet. On a un Idea School, là où on peut mettre les gens et vraiment les sortir complètement de leur environnement, les confronter avec des idées totalement différentes. Et au bout de 2 jours, en général, on trouve une solution. Il y a dans les éléments de réponse, Ilan, je viens vers vous, et puis ensuite, évidemment, Philippe et Stéphane, mais il y a dans les éléments de réponse, parlez un peu plus loin pour vous donner quelques détails. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que pensent les jeunes. Hein.
C'est-à-dire sur le fait qu'on brime la créativité à l'embauche, etc. On lui dit ferme ta gueule, tu suis les process, tout ce que tu as appris à l'école, on s'en fout, etc. Ça, c'est malheureusement vrai dans beaucoup d'entreprises. On parle de la France là spécifiquement parce que justement, dans le benchmark, on leur dit est-ce que vous pensez qu'en France, c'est un problème de management. Ouais, mais c'est un problème de management français. Ah oui, bien sûr. D'éducation française. Ouais. Moi, je pense qu'on n'a pas assez formé le middle management. Trop souvent, le middle management, c'est quoi? C'est un mec qui était expert, et pour le récompenser, on l'a fait passer manager. Ah oui. Et ça, c'est la pire des choses. Parce Sans que lui, forcément... lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les mecs en dessous de lui soient moins bons techniquement que lui. Évidemment. Donc dès que tu vas avoir une idée sympa, il va dire ferme ta gueule. Et on ne parle pas de l'administration. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être l'administration gêner, est extraordinairement créative. Je pense que ça reflète les aussi... énarques sont des champions du monde. Vous vous foutez de moi, oui. Ah non. Pour ralentir le système, oui. Ah non, attends, on va voir... il faut d'une créativité, d'une imagination extraordinaire. Pour moi, c'est des champions du monde. Vraiment, ils auraient dû mettre leur talent ailleurs, mais bon, là où ce qu'ils font, ils arrivent à pondre des trucs... extraordinaire. J'ai peur que Rire et Chanson nous prenne la séquence là. Non mais c'est vrai. Moi, je pense que ça reflète aussi la nature de l'éducation peut-être. Parce que moi, je vais faire plus confiance aux États-Unis à un médecin qui vient de sortir de sa formation parce qu'il est le dernier cri. S'il a fait une très bonne formation et il vient de terminer ses études, je vais faire plus confiance à lui ou à elle qu'à un vieux. Bien sûr. Et pareil, si j'embauche un doctorant aux États-Unis qui vient de sortir d'un labo vraiment au premier plan, je sais que cette personne-là sait faire. Pourquoi? Parce que la nature d'un doctorat aux États-Unis est totalement différente. Cette personne va savoir bricoler, il va savoir monter ses propres appareils, il n'y a pas de technicien. Ici, on ne sait pas qu'en faire les doctorants en France. Voilà, donc je pense que ça reflète aussi la nature de la formation. Est-ce que les Français s'autoflagellent quand ils répondent aux questions comme ça, en voyant le verre à moitié vide, en voyant les choses... Est-ce que c'est très français ça de s'autoflageller? Vous le voyez-vous depuis les États-Unis ou en fait le système français il est quand même pas mal? Faillotez pas, mais est-ce que vous nous rassurez sur un truc ou on a raison de se mettre des baffes? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question, je pense, parce que je ne suis pas d'origine française. Mais justement. Mais oui, il y a une espèce de pessimisme peut-être, mais enfin, je ne pense pas que ça soit totalement le sujet. Je pense qu'il y a des vrais fonds, qui sont des vraies différences. Donc c'est plus facile de faire confiance à un jeune qui vient de sortir d'une formation très pratique. Oui. Et on sait faire des choses. Alors, on va donner la parole à... plus d'une excellence en termes abstraits. En plus, on nous dit qu'au-delà de l'entreprise, ce sont surtout les lieux de formation, les lieux de loisirs, les associations qui permettent de développer la créativité. Est-ce qu'une structure comme la vôtre est pas, après tout, un modèle génial, justement, pour développer et pour former à la créativité? Si, c'est un modèle génial. Ouais. Non, enfin... non, mais c'est vraiment une question... Et en plus, vous l'encouragez. Donc, je veux dire, le format de la structure, est-ce que... Non, mais ça m'amuse parce qu'en fait, moi, c'est vrai que mon entreprise, je l'ai créée pour ça. Pour recruter des jeunes, et que mon obsession, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut imaginer une entreprise qui permette de les intégrer. Et je ne sais pas combien de temps ça dure, parce que faut dire ce qui est. C'est beau d'être jeune, mais on est content de vieillir. Donc si jamais un jour, ça sera malheureusement pas moi, il y a quelqu'un qui vient vous parler de Fabien Novel dans 150 ans, ça sera sans doute pas Fabien Novel d'aujourd'hui. Enfin, faut pas non plus, comment on dit, pousser mémé dans les orties. En l'occurrence, Pépé là. Alors, moi j'entends ce que vous dites là, je le corrèle à pas mal de choses, à un pessimisme ambiant, à un doute sur le modèle français, au fait qu'on ait vu très très peu le soleil pendant ces 4 ou 5 derniers mois et que ça finit par nous peser tous, rien ne va bien. Ok. La luminothérapie, c'est pas mal. Alors j'ai essayé d'inverser un tout petit peu le truc et je vais vous dire moi ce qui va bien. Parce que je trouve sincèrement que pour moi j'ai commencé, j'étais à votre place il y a une quinzaine d'années. Et je trouve que depuis, ça n'a fait qu'aller en s'améliorant. Qu'il y a eu l'invention de la start-up, quand moi j'ai fait mes études, aller faire son stage en PME, c'était une start-up, c'est quoi par une PME? Il fallait que ce soit la PME de son papa ou de son oncle, sinon on était moins bien vu que d'aller chez BNP, chez McKinsey, ou chez Areva. Donc c'est une première évolution. Je trouve qu'il y a l'appréhension de l'entrepreneuriat, la réception de l'échec, ça avance et ça va mieux.
Et que, je vais vous dire, une des preuves de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une conférence comme celle qu'on fait aujourd'hui sur la créativité, c'était pas des questions qu'on se posait il y a 10 ou 15 ans. Quand on est, je pense que si vous regardiez les sujets pour les juniors entreprises, parce que vous êtes tous pleins de cravates, mais êtes-vous plein de créativité? Hein? Les JE. Ben, c'est bien, je trouve que c'est un très très bon signe de se poser cette question. Et déjà. C'est en soi un signe qui est pour moi hyper positif. Et pour finir sur les formations à la créativité, moi je ne sais pas s'il y a des écoles ou quoi. Je pense que la pratique, moi je reste à penser que le summum dans la vie, c'est les artistes. Donc je vous engage tous à sortir, à écouter de la musique, regarder des expositions, essayer de pratiquer un art si vous en êtes capable. Je ne le suis pas, mais je vous le souhaite, mais faites-le. Et après, je pense qu'il y a de la méthode. Je pense à une autre start-up à laquelle on a participé, dont j'ai eu la chance d'être actionnaire, qui s'appelle Storms, et qui a eu la bonne idée d'utiliser des modèles digitaux, enfin des technologies, pour faire des brainstorms. Parce que oui, quand on veut faire des réunions de brainstorm, remue-ménage en français, il y a des règles à respecter. Et qu'un des problèmes français aussi par rapport à la créativité, c'est qu'on a aussi trop souvent l'impression que la créativité, c'est le chaos, c'est le mélange, c'est le truc, c'est faire des réunions où tout le monde parle. Il y a aussi des choses à respecter, s'écouter les uns les autres, ne pas avoir des vies négatifs. C'est pour ça que les Américains sont souvent meilleurs que nous, parce qu'il n'y a pas de cynisme, en tout cas moins, et qu'on accueille les idées des autres. Il y a moins de cynisme, Ilan. Tout est awesome. Tu le sais. Alors que nous, je veux dire qu'en général, vous le savez bien, quand un copain vient vous présenter une idée, en général, le réflexe, c'est plutôt de dire ouais. Enfin, comment est-ce qu'on dit très bien en parisien? On dit pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Philippe, un dernier regard, et ensuite il nous reste quelques minutes seulement pour les questions. Ça va dans le sens de ce qu'on a dit. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'apprendre, de réapprendre à être créatif. Parce que la créativité, c'est pas une question d'être créatif, c'est être capable de rester créatif sous certaines conditions de température et de pression. Voilà. Et la pression et la température, c'est important. Dès qu'on arrive dans l'entreprise, le lundi matin, c'est pas la même que le samedi soir quand on est en boîte. Voilà. Et donc on peut être hyper créatif le samedi soir en boîte et que dalle le lundi matin quand on arrive dans l'entreprise. Il y a des écoles. Il y a des écoles. Non, mais il y a des écoles pour apprendre à faire de la peinture. Il y a des écoles pour apprendre à être comédien. Enfin, on a besoin d'écoles pour apprendre à rester créatif. Ceux qui font des arts martiaux, ceux qui font du sport, ceux qui font du théâtre, par exemple, doivent réapprendre à respirer et à marcher. Il faut qu'on soit capable de faire ça. On s'est dit plein de choses. Maintenant, je veux que vous preniez la parole. On va se prendre 10 minutes, un quart d'heure pour le faire, si vous voulez bien. Les tweetos, vous prenez le micro. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous êtes par là. Vous avez un micro, m'a-t-on dit. On les a mis tout là-haut, évidemment. C'est beaucoup plus simple. Et voilà. Première question Twitter. Tiens, comme ça va peut-être inciter les autres aussi à prendre la parole. Vous levez la main. Les autres, on vous envoie le micro. Twitter, quelle question? Que dit-on en général avec l'hashtag CJE? Les premières réactions. Voilà. Ça, c'était l'époque SVP, il y a 140 ans à la télévision. Alors Simone, qu'est-ce qu'on dit? Beaucoup de réactions déjà, donc les tweetos sont assez actifs ce soir suite à vos échanges. Une question qui revient souvent, vous avez parlé donc forcément de créativité des jeunes, vous avez parlé de la France, on a parlé un petit peu des États-Unis également. Les jeunes sont brimés en France, d'accord? Quel est le pays, quel est le leader, quel est le pays qui se démarque et où est-ce qu'il fait bon innover, où est-ce qu'il fait bon étudier pour innover? Alors Stéphane dit la Corée du Nord, en tout cas il y a une marge de manœuvre intéressante, c'est vrai. On prend plusieurs questions comme ça, ils seront obligés de répondre à plusieurs, sinon ils vont me faire une demi-heure pour chacune. Hein. Qui prend la parole encore dans la salle? Alors, quel pays? Qui prend la parole? Monsieur, ici, levez-vous, la main, le second. Il y a qu'un micro dans la salle? Bon, allez-y. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut prendre la parole? Et ici, au premier rang? Non, pas les anciens. Vas-y, bonjour. Bonsoir, moi c'est Guy Pézacou, je suis élève ingénieur à l'ENSTA Paris Tech. Et j'ai une question, parce que vous parlez justement des ingénieurs et du fait qu'ils n'étaient pas assez innovants. Et ma question c'est comment on fait pour monter passer entrepreneur. Passer entrepreneur. Mettez le micro contre le menton, voilà. Justement, on a plein d'idées, je trouve, en école d'ingénieur, parce qu'on n'arrive pas à les appliquer, parce qu'on ne connaît pas de mecs en école de commerce, de mecs en fac de droit. Et on a ce problème-là. Et comment on fait en France Et pourquoi tu comptes sur les autres pour y arriver alors que tu as Facebook? Est-ce que tu es allé taper à la porte d'école de commerce pour leur demander? Justement, moi je viens d'arriver aussi. D'accord. Non mais c'est intéressant ça. Ah bien sûr. Alors il faut répondre là-dessus et sur le pays pendant qu'on distribue le micro à la prochaine main levée. Stéphane, alors rapidement, réponse courte s'il vous plaît. C'est marrant cette question.
Et qu'est-ce que vous lui répondez justement? On ne sait pas comment. Alors, pour moi, il y a plein d'événements qui existent. Et là encore, par rapport à mon époque, il y a des trucs qui s'appellent les Startup Weekends. Il y a des événements par thématique. Le lieu dont je parlais tout à l'heure et qui s'appelle la cantine, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, tu peux y aller et rencontrer. Et je peux te promettre que ça doit être un peu comme mettre une jeune fille dans une soirée d'ingénieur. Aller à une soirée à la cantine en étant un développeur, je pense que tu auras du succès. Donc, je pense que c'est pas le plus ou un ingénieur dans une soirée d'infirmière. Enfin, il voulait. C'est pas le plus compliqué. Pour répondre à qui est le plus, quels sont les endroits où on est le plus innovant, moi j'ai beaucoup de mal à répondre à ça parce que alors j'ai eu la chance justement d'avoir une bourse des États-Unis pour visiter avec des Européens. On s'est retrouvés à apprendre. Et ce qui m'a marqué, c'est que donc on était une quinzaine de pays, on représentait une quinzaine de pays d'Europe. Il y avait des Américains. Et le truc qui m'a stupéfait, c'est que tout le monde pensait qu'il avait le plus mauvais système éducatif au monde. Ce qui est, à mon avis, une vraie source de réflexion, c'est-à-dire que les Américains trouvaient que c'était nul chez eux, les Anglais nuls, les Allemands nuls. Donc tous. Alors, est-ce que je pense que si maintenant je dois vous dire que la fac américaine me fait rêver et que aller à Stanford, à Berkeley, c'est sans doute ce qui peut vous arriver de mieux, peut-être, je le pense, mais je ne réussirai pas à dire que c'est le modèle américain. Je pense que c'est le modèle de certaines facultés. Ilan répond. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que les gens les plus créatifs sont en fait les ingénieurs. Je pense que les scientifiques, sont les gens... Ah, il y en a beaucoup. Ça a toujours été mon grand regret. C'est d'une démagogie, mais c'est monstrueux. Mais non, c'est vrai que je pense que les ingénieurs sont en fait les plus créatifs, mais qu'il leur manque, comme tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas que des ingénieurs, là, il faut faire attention. Non, d'accord, mais qu'il leur manque justement des méthodes. Ce qui m'horripile, c'est que quand je vois des développeurs comme ça, et qu'il y a des chefs de projet qui arrivent, qui leur imposent un cahier des charges, je lui dis tu fais ça, et après le mec il lui fait le truc, il lui dit mais il manque un truc, ah bah t'as pas d'e-zip. Comment ça, j'ai pas d'e-zip? Ouais. Et en fait, ce qu'on aime bien, c'est une nouvelle méthode dites agiles où on met les gens en commun. Et là, on se rend compte que l'ingénieur, tiens, il a des neurones, il peut comprendre des process business, mais bon, il n'a pas eu une formation là-dedans. Donc, quand on prend un ingénieur français et qu'on l'envoie aux États-Unis et qu'on lui apprend ce que c'est que le business, en général, il comprend et il devient bon. Donc, aux États-Unis, pour un ingénieur, c'est pas mal. Il y a dans cette question quelque chose d'important, et qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a l'impression que notre pays est le plus chiant du monde, qu'on n'est pas ingénieur. Enfin, on a plein de tares et on est capable de se les trouver. Au bout d'un moment, c'est pas très grave. On accepte aussi. Il faut aussi regarder qu'on peut être aussi une exception, sortir du cadre. Peu importe si on est dans le mauvais pays, si on a la mauvaise formation, si on a machin. La chance, elle est aussi pour tout le monde. Il faut se mettre des coups de pied au cul, c'est ça. Il faut y aller, il faut tenter, il faut prendre le droit à l'erreur, une fois, deux fois, trois fois. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Ce jeune homme qui nous dit ouais, mais on ne sait pas comment machin. Alors j'ai dit est-ce que tu allais taper dans les écoles de commerce? Il dit non, moi je viens d'arriver. Donc il pose une question déjà comme s'il était vieux alors qu'il vient d'arriver. Des baffes, oui, non mais c'est ça. Qu'est-ce que vous lui répondez, Philippe? Non, mais je pense que c'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure. Tu as tous les outils à portée de main, tu les maîtrises mieux que nous. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Il dit que ça marche pas, mais il n'est pas les testé. Et toi, tu es en train de nous dire que tu sais pas comment tu dois faire. Mais il vient d'arriver, il n'a pas testé. Donc je pense que ce qui te manque dans le cas présent, c'est, il me semble, là, tu n'as pas l'étincelle, tu n'as pas l'enthousiasme, l'ambition de transformer quelque chose autour de toi dans le monde, etc. Si tu avais ça en tête, je dirais que tu trouverais le gradient, tu es un ingénieur, tu trouverais le gradient pour aller le plus rapidement possible vers la solution. C'est le risque de poser des questions en public. Martha. Et on reprend des questions Twitter s'il y en a derrière ou quelqu'un d'autre dans la salle, allez-y. En fait, j'ai trouvé cette question très intéressante parce que ça m'a surprise, parce que, enfin, à Harvard ou à MIT, là où moi j'étais, c'était une simple question de traverser la rivière. Enfin, on était dans la même école. Bien les sûr. ingénieurs, le business, les avocats, on était côte à côte. Donc on se croisait en permanence. Et enfin, des couples se formaient. Enfin, c'était juste pas deux mondes séparés. Donc ça, c'est vraiment assez Chez nous, il y a le RER entre les deux, mais ça marche pas. Donc non, mais il n'y a vraiment pas cette séparation. Ouais. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que, en fait, c'est vraiment un sujet. Maintenant, est-ce qu'il y a des conditions dans un pays qui sont réunies, qui favorisent plus l'innovation et surtout la créativité des jeunes ou la valorisation de la créativité? Je pense que moi, je prendrais un peu de recul et je dirais, enfin, quels sont les ingrédients qu'on peut chercher dans un pays?
D'abord, c'est l'excellence. L'excellence dans le système éducatif, l'excellence technique. Parce que pour revenir à la question d'avant, oui, avoir une bonne idée, c'est une super chose, mais en fait, il faut savoir l'exécuter, il faut savoir le réaliser. On revient à ce qu'on disait au début. Et puis, une fois qu'on le réalise, là, les grosses entreprises, on achète parfois les petits. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réalisé, ils ont réussi, mais une fois qu'ils sont confrontés à un problème technique qu'ils n'arrivent pas à surmonter, ils sont vite absorbés. Donc, il faut pouvoir réaliser, mais après, il faut pouvoir continuer à garder, à surmonter des obstacles. Alors, donc, l'excellence, déjà, il faut que ça soit présent. Rapidement Deuxième, pour la suite. L'économie en croissance. L'économie en croissance, pourquoi ? L'économie en croissance, parce que quand l'économie est en croissance, les gens innovent plus. Là où on innove le plus aujourd'hui, c'est en Chine. Pourquoi ? Parce que de toutes les façons, on investit, on est en train d'investir des milliards et des milliards, et donc pourquoi pas faire un peu différemment la prochaine fois ? Bon, en tout cas, pour le coup, c'est pas le cas ici. Hein. L'économie en croissance, Voilà. on peut rêver. Et puis le troisième, et ça revient, c'est cette culture qui favorise la prise de risque, un peu d'optimisme. Évidemment. Là où les gens rigolent, je pense la dernière fois que j'étais en Australie, ça m'a vraiment frappé. Les gens rient en permanence. Ils sont très gays. Et ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Bien sûr. Parce que je connais bien l'Australie. J'y étais dans les années fin 80, début 90. C'était morbide, quoi. C'était vraiment, les gens étaient moroses. Et ça a totalement changé. Voilà. Et en Corée du Nord, ils se marrent aussi. Alors, qui est le micro ? Monsieur, bonjour. Rapidement, on prend plusieurs questions. Là, les enfants sur scène, je vous coupe, hein, parce qu'il nous reste 7 minutes 24. Question courte, réponse courte. Monsieur, bonjour. Bonjour, donc Silouane, en fait, élève ingénieur aux arts et métiers. Donc moi, j'ai une question vraiment sur la formation. Vous dites, je reviens encore une fois, qu'on n'a pas suffisamment d'ingénieurs entrepreneurs, mais on voit que les plus grandes réussites aujourd'hui, Google, Facebook, Microsoft, sont des développeurs et des codeurs. Et donc ma question, c'est est-ce que la créativité de demain passe uniquement par des codeurs et des développeurs ? Et par rapport à cette question, est-ce qu'en France, on a suffisamment de formation là-dessus ? Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'école 42 créée par Xavier Niel, parce que vente privée soutient ses actions. T'as pas envie de poser 12 questions à la fois, enfin, Voilà, en fait, je l'aurais pas fait à l'envers. J'ai une toute dernière question, en fait. Non, je t'explique. Une toute dernière question, en fait, mais la réponse va être rapide. T'en sais rien, avec eux. Vous avez parlé de la Suisse. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Madame la ministre n'est pas là ce soir ? Je ne vois pas le lien de la question, mais je vois un certain cynisme. Merci en tout cas. On va répondre à la dernière, si tu veux bien. Cette question est primordiale. La question de forme-t-on des développeurs, des codeurs ? Répondez à ça, parce que c'est important. Non, moi, je pense qu'en France, on forme de très très bons ingénieurs, mais qui ne connaissent rien du tout à l'économie. Enfin, dans la formation, il y en a qui s'intéressent et qui après deviennent entrepreneurs et qui s'intéressent. Mais on a tellement cloisonné les études. T'es école de commerce, t'es ingénieur. Et quand tu vas faire ingénieur, on va développer ton cerveau, tu vas avoir une capacité de calcul, une vitesse de calcul extraordinaire. Mais par contre, on t'a pas formé un peu à ça. Donc, quand tu me parlais de Xavier Niel, lui, son sujet, c'est de dire aujourd'hui, mes développeurs sont très moyens. Je veux les meilleurs développeurs du monde. Et les Français sont capables d'être les meilleurs développeurs du monde. Lui, il cherche des développeurs très 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 bas niveau. Oui. Et donc, il a monté une école qu'il a réussi à se faire sponsoriser par des entreprises. Bah ouais, forcément, il va avoir une promo gratuite. Hein, il leur offre la formation, il fait un concours pour avoir 1000 développeurs de très très haut niveau. Parce qu'un développeur, c'est quelqu'un qui fait. Et pour le coup, les Français sont réputés quand ils sont bons en la matière. Non, mais c'est des très bons ingénieurs. On vient Français, en chercher, exactement. C'est des très bons ingénieurs, mais ils n'ont pas cette fibre commerce. Très court. C'est tout. Martha, je vous menace du regard. 5 secondes, vraiment. Parce qu'il y a d'autres questions et qu'on doit libérer. Quelques mots-clés. On a évoqué passion, mission, enthousiasme. Je pense que ce sont des choses totalement nécessaires. C'est pas si ces ingrédients-là sont présents, la personne va se former. Oui. Il va trouver dans le système éducatif l'excellence nécessaire pour se former, et puis sa volonté de créer va l'emporter. Et c'est cette passion qu'il faut trouver et alimenter. Et même au sein du groupe Arriva, quand il y a des gens, on a des systèmes pour ramasser les idées du terrain.
Et ça ne suffit pas de soumettre l'idée. Il faut que la personne vienne, qu'il a passé tous ses week-ends c'est évident, qu'il a passé ses week-ends pendant 6 mois à travailler le truc, il a fait toute la recherche, etc. Ça, c'est une personne qui est portée par l'idée. Il a cette passion. Là, on peut y croire. Martha, il y a une deuxième femme qui va prendre la parole dans la salle, et ça a été tellement rare ce soir, parce qu'il n'y a que les mecs qui ont levé la main au début. On va l'applaudir. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter. Question rapide. Le sac à main est important en effet pour la question. Allez-y. Alors, Guillemette, je viens de l'école des Ponts. J'ai une question. L'école des De l'école des Ponts. D'accord, pardon. On a beaucoup parlé. Vous avez entendu les plombs comme moi? D'accord. Pas encore. On a beaucoup parlé d'idées ce soir et je me demandais si pour vous la question du problème n'était pas aussi important. Moi, avec ma culture d'ingénieur, j'ai l'habitude d'apporter des solutions à des problèmes. Et par exemple, vente privée, pour moi, c'est une super idée qui est basée sur la connaissance du problème des entreprises qui étaient les stocks obsolescents à la fin d'une saison. Et donc, je me demandais, est-ce que vous avez des méthodes pour trouver des bons problèmes avant de trouver des solutions? Mais ça, les Français, on sait faire. Enfin, je veux dire, trouver des problèmes, ça, il n'y a pas de souci. Non, je pense on lui répond rapidement et j'ai vu d'autres mal levés. Je pense que tu as dit le bon truc, c'est qu'il faut chercher une solution. Et la créativité t'aide à trouver la solution. Mais est-ce qu'il faut chercher le problème, justement? Est-ce quelque part, il faut aller chercher la carence? Et c'est sa question. Non, le problème, il ne faut pas le chercher, il faut l'identifier. Oui, il faut l'identifier, mais c'est ce qu'elle veut dire. Ça va, on sait, les problèmes, on fait que ça en France, de voir le mauvais côté des choses, donc on les connaît, les problèmes. Ça. La vraie question, c'est qu'on ne trouve pas les bonnes solutions. Enfin, on ne veut pas les faire. Stéphane et Philippe, il y a un type dans la Silicon Valley qui écrit beaucoup de bouquins qui s'appelle Kawasaki, qui dit qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a moins de 27 ans et qui a un problème personnel à régler. Donc il faut aller chercher chez les psys peut-être les bons entrepreneurs. Mais c'est Zuckerberg, hein. Mais un gros problème à régler. La preuve. Ouais. Faites le psycho la prochaine fois. Alors allez-y. Pour répondre à ta question, il y a certainement un gros effort de formalisation du problème à faire. Et là c'est important. Il y a une méthodologie pour bien formaliser le problème quand on l'a identifié. Ça c'est important. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que pour créer des startups, pour innover et pour transformer le monde, il suffit de sortir la tête du guidon et de regarder autour de soi. Les problèmes qui ont été résolus ces dernières années par les start-upers qui sont devenus des leaders du digital, ce sont des problèmes de la vie courante. On est des ingénieurs, mais on met le savoir-faire, l'excellence de l'ingénierie au service de problèmes de la vie courante. C'est ça la chance qu'on a aujourd'hui. Et on revient à ce que disait Ilan au début. On ne va pas chercher des trucs extraordinaires, c'est souvent aussi des choses simples. Non, mais c'est vrai qu'en t'écoutant, en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, les écoles de commerce, ça va analyser les problèmes et les écoles d'ingénieurs, ça va les résoudre. Et donc, voilà. On devrait les mélanger beaucoup plus souvent. Ouais, ou alors qu'ils fassent les mêmes études. Mais, ouais, bien sûr. Peut-être un dernier point, un élément clé. Stéphane, tout à l'heure, l'a juste... rapide, tous les deux, parce que c'est mademoiselle le designer. On parle du MBA, on parle de l'ingénieur, et le designer, c'est l'élément clé entre les deux. C'est l'élément qui va leur faire penser, les faire penser différemment et les faire imaginer des solutions qui sont tournées vers les personnes. Martha, un mot, et mademoiselle a le micro. L'outil le plus important, c'est l'écoute. Oui. Et pour une entreprise, écouter les clients. Je pense que même dans une fête, si on pose des questions et on écoute les réponses, et si on pose les mêmes questions aux interlocuteurs différents et on écoute et on compare les réponses, on comprend tout de suite un besoin. Alors, mademoiselle, bonsoir, vous avez le micro. Bonsoir, Mathilde de Sorbonne Junior Conseil. On a remarqué que vous parliez beaucoup de France, États-Unis, etc., mais surtout des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Il y a l'université. Voilà, il y a l'université. Qu'est-ce que vous pensez de la créativité en université ? Alors, on a abordé un tout petit peu les questions universitaires, mais... Stéphane n'ose pas le dire dans le micro ce qu'il me dit dans l'oreille là. Allez-y, quelqu'un. Allez-y. Enfin, je pense que Philippe. Je ne vais pas parler à votre place, mais aux États-Unis, on ne fait pas cette distinction entre une grande école et une université. Enfin, je dirais, on parle d'un niveau d'études ou d'une filière. Il y a la filière scientifique, il y a la filière commerciale, il y a la filière artistique ou plus design. Ce qui est important, c'est pas d'opposer, je dirais, des formes d'organisation historiques. Ce qui est important, c'est d'aller trouver le moyen de faire travailler sur des sujets de manière transdisciplinaire ou interdisciplinaire, donc plutôt des filières d'excellence. Voilà, donc à mon avis, il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet français peut-être,
sur la distinction entre les deux, mais il n'y a pas de sujet dans l'absolu entre est-ce que c'est une filière universitaire ou une filière ingénieur. Il n'y a que nous, les Français, quasiment, qui avons cette distinction. Enfin, elle ne se fait pas ailleurs. Oui, mais même en France, cette extension est en train de s'estomper. Avec les initiatives d'excellence, c'est justement le but, c'est de réunir les universités et les grandes écoles et les organismes de recherche dans des pôles d'excellence qui vont pouvoir se remarquer au niveau mondial. On boucle la boucle, juste avec les tweetos, s'il vous plaît, pour ne frustrer personne, ceux qui nous ont suivis ce soir sur les réseaux, qui n'ont pas manqué, j'imagine, d'envoyer des commentaires, d'envoyer certainement des questions. Je voudrais juste expliquer à tout le monde, et ceux qui nous regardent et ceux qui sont ici dans la salle, évidemment l'exercice est frustrant, vous n'imaginez pas pour eux, parce qu'ils auraient 10 millions de choses à dire, on pourrait y passer 4 jours, voire plus. Pour vous, évidemment, qu'il y avait des millions de questions, pour moi, n'en parlons pas. Donc voilà, l'exercice est toujours frustrant, on aura balayé beaucoup de choses. Twitter, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on se dit ? Le mot de la fin avec une dernière question. Innover en entreprise, très intéressant pour se développer, etc. Mais comment concilier en même temps créativité et innovation et une certaine pérennité pour que les entreprises puissent se développer sereinement sans se couper forcément de leur base? J'ai rien compris là, arrête, recommence. On répondra à ça l'année prochaine. Non, mais c'est comment innover en entreprise? C'est quoi la question? L'idée, c'est comment concilier la créativité qui force forcément l'entreprise à changer et en même temps une certaine pérennité pour ne pas se couper du modèle qui a fonctionné. Non, lui, il lit les questions. Non, attends, Ilan. Lui, il lit les questions. Pas les questions, là, il lit la synthèse. Oui, mais il fait la synthèse des questions qui sont mal écrites, ça doit être ça. Et mon pote, j'essaie de te sauver la peau, là. Bon, quelqu'un a fait semblant de comprendre la question? Oui, Stéphane. La réponse est oui. Ben voilà, sérieux. Eh ben moi, vous savez quoi? J'ai adoré cette rencontre pour ça. Alors, faut pas. Moi, ça me paraît difficile d'opposer les deux. Et évidemment, on s'épuise à la fin. Il y a une question de curseur, d'équilibre. Après, chaque entreprise doit trouver un peu son ADN, son rapport. Enfin, Google ne parle que de ça, le promeut. On parle plus qu'elle n'en fait d'ailleurs, hein, parce que la fameuse histoire des 20%, c'est pas pour tout le monde, c'est que pour les ingénieurs. Hein, quand tu es au commercial ou ailleurs, tu fais pas les 20%. Donc, chacun, voilà, il faut trouver son excellence opérationnelle et la travailler. Donc, comme j'espère qu'on ne me repassera pas le micro et qu'on ira enfin boire du canard du chêne. Le canard est chaud là. J'ai vu passer les boîtes, enfin les caisses. Non, mais ça faut pas le dire, c'était pour nous. Je vais demander le mot de la fin à chaque invité. Et donc, alors, bon, on passe en fait. Je commence ou pas? Mais la preuve, vous avez le micro. Alors, on a terminé le débat. Merci pour les questions. Juste le mot de la fin. Je repars avec quoi les uns et les autres? Quel est le mot clé que je retiens de toute cette rencontre? Allons-y, Stéphane. Alors moi, je vous dis, profitez de vos JE pour vous rapprocher des startups, puisque, enfin, de structures qui sont des structures innovantes. C'est l'occasion de les connaître. Elles ont besoin de vous. Moi, j'ai commencé avec différentes de nos startups à vous commander des choses à différentes JE, et je pense qu'il y a des offres à imaginer. Je pense que c'est un public, puisque vous êtes là pour ça aussi, à solliciter. Et je pense qu'il y a des choses à faire. L'autre chose, pour être plus créatif, allez faire des stages en start-up. Allez-y. C'est-à-dire que je pense que l'intérêt, c'est aussi quand on est... Enfin, moi, quand je reçois des CV, j'en reçois pas mal, je suis sensible à des gens qui ont fait des stages en petites et en très grandes organisations. Ne cherchez pas que les grandes boîtes. Je pense que ça vaut le coup. Vous avez la chance de faire les deux. Soyez sélectifs, mais soyez sélectifs aux deux extrêmes. Et du coup, essayez de voir un cycle de formation à l'étranger, de voir de l'université, ou je pense aussi que c'est ce que je vous conseillerais de faire. Mot de la fin, Martha, de votre part. Bon, pour répondre au tweet, je pense que si une entreprise n'innove pas, il n'existera pas longtemps. C'est juste une condition de survie. Donc il faut innover juste pour garder ces vaches à lait en vie et pour capter la valeur, mais il faut aussi en permanence créer de nouveaux produits, de nouvelles offres. Donc, enfin pour moi, c'est un peu à l'envers, c'est la question. Dernier mot, je pense que moi j'ai 3 mots-clés. Voyager, vous connaître et oser. Je pense que voyager est vraiment très important. Vivre à l'étranger, si vous pouvez, pendant 2-3 ans. Apprendre notre langue. Parce que tout ça, ça vous sort de votre cadre de base. Et ça vous donne une autre perspective qui favorise la créativité, mais aussi l'identification des problèmes, parce que vous voyez le monde différemment.
vous connaître, quelles sont vos convictions, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont vos capacités, quels sont vos points forts et faibles. Cherchez c'est archi important. Si vous allez monter une entreprise, perso pour créer sa boîte. Et même dans une grande entreprise, il faut vous entourer des gens qui ont des forces que vous n'avez pas. Et le dernier Donc, point, Martha. Ça, c'est la chose. Et puis, oser, prendre des risques, ne vous laissez pas couper les ailes et avoir le courage d'échouer. Merci beaucoup. Ilan Benaïm pour ce mot de la fin. Moi, je dirais simplement n'ayez pas peur. C'est tout. Exactement. Philippe. Et moi, je dirais, trouvez votre talent, celui sur lequel vous pourrez être créatif, parce qu'on ne peut pas être créatif sur tout. Oui. Voilà, trouvez d'abord ce talent-là qui est le vôtre, et c'est peut-être les autres qui vous le diront un jour. Donc, cultivez l'excellence de ce que vous savez faire le mieux, ce que vous préférez faire. Et à un moment donné, il faut trouver ça pour savoir là où on pourra vraiment être créatif. Et ce qu'on sait faire de mieux à la Junior Entreprise et la CNJE, c'est de réunir aussi l'excellence sur les plateaux. Je voudrais qu'on les applaudisse, ils ont été géniaux. Merci infiniment à tous les quatre. Victoire. Victoire, il y a un livre d'or à leur faire signer, c'est ça? Tout à fait. Quelques pages avant, il y a Bill Gates, donc il y aura aussi votre signature. Il n'y aura pas Valérie Fourniron, voilà, enfin, c'est un nom de ministre qui aurait dû être avec nous ce soir et qui s'est excusé parce que son agenda aujourd'hui a été chamboulé. Voilà, donc c'est le petit moment un tout petit peu sérieux, je le fais pas mal, non? Et donc voilà, Madame la ministre n'a pas pu venir aujourd'hui, on l'excuse, ça c'est fait. Victoire, on va dire un petit mot. Pendant que nos invités signent le livre d'or, les uns les autres, vous faites passer, voilà, quelle belle soirée, Jack Lang, tout ça. Vous mettez ce que vous voulez sur le livre d'or, on le lira quand même. Victoire, le petit mot pour remercier et les partenaires, évidemment, les intervenants ici. Déjà, un grand merci à nos intervenants d'avoir répondu présents ce soir. C'était un débat très riche. Merci à vous d'avoir fait ce qu'il a été. Vous pouvez les applaudir encore une fois, ils ont été super. Ça veut dire qu'on peut aller boire? Non, pas encore. Dans quelques minutes. Un grand merci également à notre animateur, Nicolas Rossignol, s'il vous plaît. Merci. Merci également aux Arts et Métiers ParisTech qui nous accueillent dans leurs magnifiques locaux ce soir. Merci aux juniors à l'honneur qui ont répondu présents aussi. Toutes les trois, bravo. Et à toute l'équipe de la Confédération nationale. Merci Victor et toute l'équipe. Et les partenaires importants aussi. Et je lève mon chapeau aux partenaires KPMG, BNP Paribas et Alten, les Échos, l'étudiant, Viadeo, Culture et Canard du Chêne. Que vous attendez tous. Je voudrais juste qu'on remercie parce que on les voit pas forcément, mais je voudrais qu'on remercie tous les gens qui sont derrière, évidemment, au son, à la lumière, à la vidéo, les copains pour le Twitter, l'équipe qui est juste derrière aussi pour faire tout défiler. Ils font du boulot, ils ont tout préparé, on peut les féliciter. Merci infiniment. Et donc pour conclure, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec la sortie du livre blanc de cette année. Déjà. On vous en dira plus très prochainement. Et profitez du cocktail. Et dis donc, il y a le CNE aussi, enfin bientôt. Il y a le CNE aussi pour les juniors entrepreneurs qui savent ce que c'est. Excusez-moi. Rendez-vous à l'île des Ambiers. Ah bon, vous déjà, savez oui, où c'est ça. déjà. J'ai préparé le maillot, vous m'avez manqué. Je voulais juste vous remercier parce que j'ai encore pris beaucoup de plaisir à vous retrouver ce soir. Rentrez chez vous, s'il vous plaît, ça suffit. Merci à tous. Au cocktail avant. Merci beaucoup pour ce débat.